Erwan, il y a quelques jours, on était en train de s'organiser pour fixer un jour d'enregistrement de podcast. Oui. Et tu me disais, non, mercredi, je peux pas parce que je tourne la vidéo de mon essai du Charles Leclerc. Et moi, je te dis, le quoi ton essai du quoi? Et tu me dis, ah non, mais je t'avais pas dit. Et non, tu m'avais pas dit. Et donc, aujourd'hui, on va fixer un épisode sur les folies mécaniques en tout genre. Bonjour d'abord, bienvenue. En personne, Alex Wagner de la chaîne L'Ingénieur Décrypte, Erwan de la chaîne Erwan TGD, sur Parlons Bagnole, en partenariat avec Ovoco. Donc putain, je crois que tu as des choses à nous raconter, Erwan. Oui, mais avant d'avoir des choses à raconter, c'est la première fois qu'on se voit, Alex. Pour ceux qui n'ont pas la caméra, nous sommes ensemble, dans la même pièce, pour la première fois de notre vie. On s'est serré la main il y a même pas 10 minutes. Oui, absolument, parce que tu viens d'emménager à Aix-en-Provence. Oui, on va en parler dans les news. J'ai des choses à dire là-dessus. Bon, quand même, avant d'en parler dans les news, qu'est-ce que ça te fait d'avoir quitté la grisaille parisienne au volant de ta série 3 bords Je n'en pouvais plus. J'ai l'impression d'être devenu millionnaire. J'étais hier soir, on est mi-décembre, dans le vieux Aix, avec mes filles. On était sur une terrasse de café, dehors, en train de siroter des verres. Ma vie a pris un upgrade de dingue. Tu verras, on s'y habitue très vite. Mais c'est quoi cette histoire? T'as essayé un Charles Leclerc? Oui, j'ai essayé un Charles Leclerc. Alors, si vous vous en souvenez, pour les auditeurs habitués du podcast, j'avais teasé il y a quelques semaines d'un essai extraordinaire. J'avais pas dit une voiture, j'avais dit un engin motorisé extraordinaire. Et d'ailleurs, j'étais persuadé de te l'avoir dit. Non. Pour ça, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait deviné que c'était une méga track. Je me suis dit, ah ouais, bien vu, ça pourrait être ça. Ah oui, mais j'étais persuadé qu'on avait terminé le podcast et que je t'avais dit ce que ça allait être. Et du coup, oui, j'ai filmé un essai complet en partenariat avec l'armée de terre recrute d'un Charles Leclerc. Truc de ouf. Ah oui, un peu. Donc alors, il faut que je raconte, je pense un peu le contexte de comment ça s'est fait. Ouais, tout. Damien, mon monteur vidéo, travaille avec une chaîne YouTube qui s'appelle Military Machine, qui est une chaîne YouTube spécialisée dans les engins militaires et dans les sujets militaires en général. Ils ont aussi une agence qui s'appelle Comax Productions qui gère énormément de projets médiatiques pour différents corps d'armée, y compris l'armée de terre. L'armée de terre, je vais retrouver mes mots. L'armée de terre recrute dans le cadre d'une grosse campagne de recrutement autour des métiers du tank qui va se dérouler en début d'année. Voilà, voulait un créateur de contenu un peu spécialisé essai pour essayer et présenter un Charles Leclerc. Et comme via réseau en fait, ils m'ont proposé. Et moi qui, pardon, je tape dans le micro. Et moi qui adore tout ce qui est engin motorisé, quel qu'il soit. Ouais. J'ai dit, oui, bien sûr. Mais c'est le truc de rêve. Plaisir. Parce que j'étais en train de réfléchir sur un truc similaire. Je me disais, ce serait bien pour ma chaîne que je fasse un essai de tractopelle ou peut-être un pompier. Et toi, t'as fait le level 1 milliard. en fait, au-dessus de ça, il reste à faire un essai d'une fusée Saturne V et ce sera bon. Non, mais en fait, le truc, c'est que, évidemment, on est passionné de bagnole, mais dis-moi si c'est pareil pour toi. Mais moi, je suis passionné de voiture, mais tout engin motorisé me fascine. Oui. Alors, sauf peut-être les voitures électriques. J'ai dit motorisé. Oui. Motorisé à combustion. Dès qu'il y a un moteur et des commandes, mais clairement, c'est pour ça que je voulais essayer un tractopelle. Mais voilà. C'est le même univers. Mais complètement. Et bon, ça me rassure, on est d'accord. Moi, quel que soit l'engin, que ça soit une moto, une trottinette, même un vélo, tu peux faire la différence entre un truc de base et un truc très évolué. Ouais. Et la compréhension de la technique et de l'ingénierie qui fait que le truc hyper évolué est mieux que le truc de base, déjà, moi, me fascine. Toi, je pense que c'est pareil. À fond. Et surtout, la différence de ressenti qu'on va avoir entre un vélo de base et un vélo hyper évolué, elle est géniale. Ah oui. Je pense que n'importe qui peut se projeter là-dedans. Et du coup, essayer un Charles Leclerc, essayer même juste un tank, parce que alors, j'ai jamais eu l'occasion d'aller sur le tank de Lucien, la boiserie. Je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais eu l'occasion d'être dessus.
Mais je me suis dit, attends, un tank, c'est quand même un truc extraordinaire. Alors oui, évidemment, c'est un engin militaire, mais quand on enlève la partie militaire, c'est un engin qui est fait pour, évidemment, être extrêmement solide et résistant, intervenir, tirer et disparaître extrêmement rapidement sur n'importe quel type de terrain. Donc déjà, je me suis dit, attends, le truc est censé se déplacer vite. Se déplacer vite. Le Charles Leclerc, le XLR, donc le tout dernier, c'est le nec plus ultra du tank. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, attends, mais juste comprendre comment un machin de 60 tonnes et 1500 chevaux peut se déplacer, déjà ça, juste ça, ça me fascine. C'est quoi comme config moteur ? Alors, c'est un V8 diesel. De quel cylindré ? Le retour du diesel. Vous voyez que c'est bien le diesel. Je savais que j'aimerais un jour un diesel. Voilà. T'as trouvé. Il a fallu T'as trouvé la faille. Il a fallu que il fallait j'avais un Charles Leclerc. Voilà. Donc 16 litres 4 de cylindrée. 1500 chevaux. Et la particularité, c'est que en plus du moteur, t'as 2 turbines d'hélicoptère qui, en fait, ça agit comme un turbo géant. En fait, ça va venir forcer l'air dans le moteur. Ce qui fait que quand le pilote accélère, c'est pas comme un moteur où t'as la puissance qui va arriver graduellement avec les tours. T'as 1500 chevaux tout de suite. Instantanément. C'est comme une voiture électrique, si tu veux. Tu connais le chiffre de couple ? Et non, je connais pas le chiffre de couple. Parce qu'à mon avis, vu que le régime moteur, tu le connais ? C'est ultra bas. Bah oui. Ça tourne sur 600 tours. Ah oui. Et quand on sait que la puissance, elle est proportionnelle au régime moteur, je pense que le chiffre de 1500, il est pas impressionnant du tout par rapport au chiffre de couple. Bah, à mon avis, il y a 5000 Nm. Au moins, parce que... Peut-être, mais ça se trouve, il y a 10 000. Je pense même que ça fait plus, parce que, à mon avis, je pense que la turbine d'hélicoptère, ça il y a peut-être 10 000 Nm. Bah, c'est possible. Attends, mais il faut que je regarde. C'est le truc que j'ai oublié de demander. Mais déjà, sur un camion de course... c'est ça. Un camion de course, ça fait 1000 chevaux. Et, si je dis pas de conneries, 5000 newtons. Eh ben, je pense qu'on est à 10 000. Je pense qu'on doit pas être loin. Et en fait, c'est lunaire à tout point de vue, un char. En dehors, je mets de côté le côté armement, puissance de destruction, etc. Mais donc dans ce char Leclerc, alors vous verrez la vidéo le 11 janvier sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, pour mettre un peu de contexte, avoir accès aussi longtemps à un machin comme ça, qui vaut 10 millions d'euros, c'est lunaire. Aussi longtemps, c'était toute la journée. Toute la journée, et on a tout fait avec. Ah, c'est ouf. Je tease parce que vous êtes dans le podcast, et puis c'est la zone VIP ici. C'est zone VIP ici, c'est pour ça qu'il faut être abonné. J'ai fait une drag race avec une voiture. Mais non. Contre le tank. J'ai fait évidemment une présentation extérieure, intérieure, complète, poste de pilotage avec l'équipage du tank. Et ensuite, on a été tester les capacités du tank. Donc, on était au 501e régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand, c'est à côté de Reims, qui est... c'est là où il y a le premier régiment de blindés. En gros, c'est le régiment mythique des blindés. Ça fait partie, les mecs de ce régiment-là, c'est les premiers qui sont arrivés en Allemagne dans le nid d'aigle pour aller déloger Hitler, etc. C'est la crème de la crème du tankiste, tu vois, là-bas. Et donc déjà, lieu mythique, et ils ont un camp d'entraînement gigantesque, et on a pris le tank pour aller faire du 50 km/h en off-road dans une plaine qui faisait des dizaines d'hectares, avec des ornières, enfin, on aurait dit un... T'as eu une formation, j'imagine ? Rien du tout, on m'a dit... Comment ça, rien du tout ? Grimpe. C'est pas vrai ? Une formation, non. C'était encadré toute la journée Bien sûr, après, il y avait les militaires et tout qui étaient là, c'est quelque chose, enfin, voilà, c'est des mois de négociation pour arriver à faire ça entre le commandement, c'est commandité par l'armée de terre recrute, donc c'est une instance étatique. Donc derrière, c'est validé à très 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 haut niveau. Et on a fait des allers-retours, on a fait des pointes de vitesse, on a fait du tout-terrain comme jamais.
On a écrasé une voiture. T'as écrasé une voiture. On a écrasé une voiture. Et les vidéos C'était une Clio diesel au moins. C'était une Clio diesel. Sans déconner. Non, je te jure. C'était vraiment. Ma gueule. Non, je te promets. Alors, je sais pas si elle était diesel ou pas parce qu'il y avait plus de moteur, mais c'était une Clio. Ah bah s'il y a plus de moteur, non, ça compte pas. Bah, c'était une Clio 2, jaune moutarde, absolument dégueulasse. Bon, maintenant c'est une crêpe jaune moutarde. Mais une de moins. Une de moins. Non, mais c'était fou. C'est quoi le truc qui t'a marqué le plus dans cette journée? Qui t'a scotché, surpris? À quel point un engin aussi gros, enfin gros non, c'est pas vraiment le terme parce que c'est pas si gros que ça, mais aussi lourd, parce que ça pèse quand même 60 tonnes. Ah, c'est 30 Rolls-Royce. Ouais, ou je sais pas combien de Clio de... Bah 40. Oui, 40. Mais c'est comment un engin aussi lourd peut se déplacer aussi rapidement et aussi nerveusement. Ouais. C'est indécent. Les changements de direction. Il y a des rapports de boîte? Oui, alors c'est une boîte automatique, 4 rapports. Ouais. D'ailleurs, il doit y avoir un putain de concours là-dessus. Mais c'est une boîte automatique 4 rapports et t'as même une transmission de secours avec seulement 2 rapports. Ah ouais. Et tu... Ça plafonne à 50 à l'heure? Non, en ligne droite, avec une grande ligne droite sur du béton, ça peut toucher les 100 km/h. Ah oui, quand même. Non mais ça va tellement vite. Okay. Mais autrement, on va dire que la vitesse standard qui est atteinte relativement facilement, c'est 80. Ouais. Mais je te jure que moi je me suis mis en face du tank en le voyant arriver à fond vers toi. Ouf. Quand tu vois un machin de 60 tonnes qui arrive à 80 km/h sur toi, je te jure, c'est pas rassurant. Ah oui, surtout quand il y a un canon à l'avant. Ah, la vidéo de ouf que tu vas faire. Non, ça va être fou. Mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est la vivacité. Et à quel point le tank est capable de se déplacer à une vitesse, à freiner, accélérer, changer d'appui, mais dans des terrains extrêmement accidentés. Il y avait des moments où on passait des trous de 2 mètres. Hein. Enfin, 2 mètres, j'exagère, mais 1,50 m facile. On passait à travers comme ça, à fond. Ah, c'était incroyable. T'as déjà vécu des trucs comme ça des expériences mécaniques surréalistes? Bah alors, forcément, passant après toi, là, oui, bon, ouais. Je vais avoir du mal à faire plus que pas de figure. Non, mais ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, un bateau. J'ai fait un truc d'assez dingue. Il m'est arrivé de signer un constat d'accident sur la piste de Formule 1 de Magny-Cours. Ok. Alors, c'est cocasse parce que faire une journée circuit à Magny-Cours, ok, c'est une chose. Avoir un accident sur le circuit de Magny-Cours, c'en est une autre. Mais normalement, on fait pas de constat sur le circuit. Oui, c'est pour ça que je comprends. C'est ça que tu dois être en train de te dire. Ouais, si. J'ai envoyé à mon assureur un circuit. Il y avait marqué, alors je sais plus le nom ils sont pas numérotés, les tournants sur Magny-Cours. Je crois qu'ils ont des numéros. Si, c'est souvent les... Donc il y avait marqué, virage numéro 5, circuit de Magny-Cours. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à faire un constat. Alors, c'était il y a un bout de temps, il y a quasiment 15 ans. À l'époque, je faisais de la piste avec ma 993 RS. J'étais pas né, quasiment. Coursifié, t'étais pas né, et la bagnole valait 60 000 € à l'époque. Ça vaut 300 000 aujourd'hui, donc on fait plus de jours de circuit avec ce genre de bagnole aujourd'hui, malheureusement. J'en faisais à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que... alors, pour ceux qui connaissent la piste de Magny-Cours, il y a une grande ligne droite, avec une épingle à droite, et ensuite on réaccélère, on passe par un pif-paf, on doit atteindre à peu près 160 avant le prochain gros freinage, qui est un gauche, on doit être à fond de 3, et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, ma pédale de frein, elle passe au plancher. Okay. Ah. Après le pif-paf? Après le pif-paf. Alors... J'avais pas vu ça venir parce que j'avais pris l'habitude de mettre un petit coup sec comme ça sur la pédale de frein quand j'étais sur une ligne droite pour bien vérifier que les freins étaient là. Façon pilote Ils étaient là. Ouais. Sauf que, en arrivant dans la zone de frein, la pédale passe complètement au plancher. J'ai plus rien. Alors, mon réflexe, je sais pas si c'était bon ou pas, je mets la voiture en travers directement pour maximiser les frottements pour perdre de la vitesse. Pas la meilleure idée. Mais... C'est probablement pas la meilleure idée parce que je suis arrivé de travers dans le bac à gravier. T'as tout compris, c'est pas une bonne idée parce que j'aurais pu partir c'est le meilleur moyen de faire des tonneaux. Ouais. De faire 8 tonneaux, ouais. Alors j'ai pas fait de tonneaux par miracle. Le côté de la voiture, c'est rentré dans les graviers, a envoyé un mur de gravier qui est passé par-dessus l'enceinte de circuit, qui a gravillonné la voiture du commissaire de piste.
Elle était mitraillée de gravier, la bagnole. C'était une Citroën C5. Ça en fait une de moins, heureusement. Ouais. Et donc, je sais plus exactement comment ça s'est passé, parce que à la fois le circuit était un peu fautif, parce que le commissaire, il a pas garé sa voiture dans un endroit pouvant recevoir des projectiles de gravier. En même temps, j'avais mon rôle à jouer parce que c'est moi qui envoyais les graviers. Je sais plus, je me suis laissé convaincre de signer un constat pour faire jouer mon assurance. Ah oui, entre la C5 et la... Ah, Ouais, un constat entre la C5 du commissaire de piste et ma bagnole de piste. C'est la situation lunaire. Alors là, va expliquer ça, oui. Ouais, c'est ça. Je me souviens pas de comment ça s'est fini, mais mon assurance a pris en charge. Et voilà, c'était ma première histoire un peu cocasse. Mais du coup, l'expérience mécanique extraordinaire, c'était quoi? C'était rentrer dans le bac en travers dans la 993, la dépanneuse? C'était un peu une anecdote qui est liée à la mécanique. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ah bah tu sais, je vois très bien la pluie de gravier qui a dû arriver au ralenti. C'était un mur de gravier qui passait par-dessus l'enceinte. Non, essayer une bagnole de ouf... Bah tu sais, ou un engin. J'ai pas vraiment essayé de voiture contrairement à toi. J'ai tout de suite, j'en ai acheté beaucoup. Oui. Il y en a une que j'ai achetée, tellement spectaculaire que à un moment, je vais vous dire dans une seconde ce que c'est. En arrivant derrière une voiture sur l'autoroute, la voiture, elle a eu tellement peur qu'elle s'est mise dans la bande d'arrêt d'urgence pour me laisser passer. C'était une nana au volant. Elle a dû avoir la frousse. Et vous savez pourquoi? Parce que la bagnole, alors c'était une Ultima. C'est-à-dire... J'étais en train de me dire, ça va être la Dodge Charger de Dominique Toretto dans Fast and Furious, mais c'est une voiture artisanale britannique qui ressemble à un sport prototype échappé des 24 heures du Mans. Oui, vraiment. En plus, la mienne, elle était jaune fluo avec une bande verte pour ne rien gâcher. Puis bon, je l'utilisais sportivement, on va dire. Je me faisais arrêter régulièrement par les gendarmes parce qu'ils se disaient « Mais c'est quoi qu'on vient de voir passer ?» Retournez sur Manicourt, monsieur. J'étais immatriculé en Angleterre, je suis moitié anglais, donc j'ai tout été en règle, mes papiers, je leur montrais mon passeport britannique, mon permis de conduire britannique, le tout qui s'explique bien, conforme. Donc ils me laissaient repartir, et ils étaient un peu interloqués par qu'est-ce que fout cet engin de course sur la piste. Si vous regardez dans Google, vous tapez Ultima GTR par exemple, et vous allez voir l'engin. Et quand je sortais dans Paris avec ça, mais tout le monde dégainait leur appareil photo. Alors c'était à l'époque, c'était avant qu'on utilise des mobiles avec des appareils photo. Donc les gens avaient des petits appareils photo, je me faisais flasher par les appareils photo. C'était comme si j'étais une célébrité de cinéma. Alors je l'ai pas du tout acheté pour ça, hein, c'était par passion. Mais je me disais, mais c'est comme ça que ça fait d'être une célébrité hollywoodienne. C'était hallucinant. À chaque fois que je me garais, c'était de l'attroupement. Il y a des porte-papillons. Et t'avais quoi comme moulin dedans? Parce que je sais qu'il y a toujours plein de moteurs différents dans les Ultima. Alors dans les Ultima, c'est typiquement un V8 américain. Ouais. Et là, ça a pas loupé. C'était un Chevrolet assez roturier. C'était un 350 cubic inch, donc 5 litres 7. 400 chevaux à peu près. Des masses de couple. Une bagnole qui pèse moins de 900 kilos. C'était l'effet de couple poids était tout à fait spectaculaire, la sonorité de dingue, l'ambiance de fin de monde, de course qu'il y avait sur la route, c'était complètement débile. C'est ce genre de rapport couple poids. C'est ça. C'est typiquement quand t'accélères, t'as l'impression que t'es monté sur une slingshot, une catapulte. Ouais. T'as vraiment l'impression qu'il y a un immense élastique qui d'un coup se lâche et qui te catapulte alors que t'as pas vraiment accéléré. Il y a ce moment de, tu sais, que comme une pression un peu qui monte. Oui. Mais d'ailleurs, t'as eu ça combien de temps? J'ai dû la garder 2 ans. Quand même. Ouais. T'as beaucoup roulé avec? Beaucoup, pas mal, ouais. C'est un sacré truc quand même. Je vais vous dire pourquoi je l'ai revendu. Paradoxalement, c'était décevant la première fois où je l'ai emmené sur piste. Je pense que c'est... En fait, et j'ai lu sur des forums après, en me renseignant, une Ultima, pour qu'elle soit bonne sur piste, faut la préparer. Ouais, ça. Faut faire des modifs suspension. En fait, out of the box, d'origine, c'est vraiment une voiture de route, c'est pas fait pour. Et donc, sur piste, elle se vautrait, alors qu'on aurait dit un sport proto des 24 heures du Mans, donc c'était un peu décevant.
Et puis, venant du monde Porsche, tout ce qui est finition, je veux dire, il y avait des fils qui pendaient partout. C'est vraiment artisanal, la voiture. Ouais, puis j'imagine que pour trouver des pièces, ça devait pas non plus être... Heureusement, j'ai rien qu'à casser dessus, cela dit, Ah ouais? pour sa défense. Bon, Ouais. ouais. Heureusement, si jamais tu en avais eu besoin, il y avait la réponse qui est Ovoco, sponsor du podcast. T'as vu un peu la transition? J'y ai pensé, j'étais en train de me dire, attends, là il y a un truc là. J'ai montré la semaine dernière des pièces Ferrari. Faudrait essayer de trouver une pièce Ultima sur Voco. À mon avis, ça se trouve. Ouais. Je suis sûr qu'on peut trouver. Entre les 5000 casques qui sont représentés sur toute l'Europe, ils ont bien ça. Oui, les 40 millions de pièces cumulées qui sont disponibles sur le site. On vous rappelle qu'Ovoco, c'est le partenaire de notre podcast, notre sponsor. Et, comme on vient de vous le dire, si vous cherchez des pièces d'occasion, vous pouvez aller sur ovoco.fr, rentrer l'immatriculation de votre voiture ou le modèle de votre voiture spécifiquement pour avoir accès à un catalogue de pièces absolument infini, que ce soit des pièces moteurs, carrosserie, esthétique, intérieur ou de modification. Et en plus de ça, vu qu'on est quand même sympathique avant les fêtes, vous avez 15% de réduction sur les frais de livraison avec notre code ERWANALEX si vous commandez des pièces. Donc voilà, faites-vous plaisir. Le lien est dans la description. Absolument. Et... C'est en français, paiement sécurisé, livraison bien emballée, comme on l'a tous les deux expérimenté. Oui, plusieurs fois. Et qui plus est, si jamais pour X raison ça vous convient pas, vous avez les retours gratuits sous 14 jours. Oui. Ce qui est quand même pas négligeable. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs de le renvoyer un truc parce que j'avais commandé une pièce qui au final ne fitait pas sur ma voiture, donc je l'ai renvoyée. Ouais, nickel. Facile. Hyper facile. Alors, tu veux nous raconter une autre folie ? En fait, moi, je refais le parallèle avec la manière dont j'avais expliqué, dont je ressentais les voitures. C'est-à-dire que moi, dès que je m'assieds dans un engin ou que j'utilise un engin, parce que ça marche avec les motos, avec d'autres choses, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le cahier des charges, comment ça a été pensé, comment ça a été construit, ce que c'est censé faire, et comment dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne. Et à chaque fois que j'ai été vraiment bluffé par des expériences mécaniques, c'était souvent dans des contextes tout-terrain avec peu de grippe. Je m'explique. Typiquement, le tank, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé parce que pour qu'un tel engin arrive à traverser de telles conditions aussi facilement, technologiquement, c'est un truc de dingue. Et ce qui m'a fait le même effet, je me souviens, c'était... Il y a deux trucs. C'est la première fois que j'ai mis mes fesses dans une voiture de WRC et dans une voiture du Dakar. Ah ouais. C'est des bagnoles... Alors, la WRC, c'est relativement léger, mais c'est des voitures qui sont tellement performantes dans des conditions tellement catastrophiques que moi, la technologie nécessaire pour que la voiture garde du grip en permanence me fascine, mais au plus haut point. C'est vrai sur du WRC. J'avais fait un tour en passager chez M-Sport en Angleterre il y a quelques années, et d'ailleurs je vais réitérer l'expérience avec Toyota en janvier, aux côtés du nouveau champion du monde, sur une vraie spéciale. Trop cool. Donc ça c'est petit, pareil, petit truc, enfin petit, comment on dit ? Teasing. Petit teasing, exactement. Je vais réitérer l'expérience. Mais le plus fou, ça a été quand j'ai été aux côtés de Nasser, le pilote du Dakar, lui aussi champion du monde de sa discipline, cette année avec Dacia, et que j'ai fait un tour dans leur buggy là, qui fait le Dakar, le Sandrider. Le machin fait 2,5 tonnes. Tu ne comprends pas comment ça garde du grip. Ouais. C'est hallucinant. Tu vois les bosses arriver, tu te dis mais on va décoller, on va se faire satelliser. Le truc, les 4 roues restent au sol en permanence. Et c'est au final, c'est les expériences qui me fascinent le plus, c'est pas forcément les voitures qui passent le plus vite en vitesse, etc. Genre par exemple sur asphalte, mais c'est les expériences où tu te dis là, c'est pas censé passer, ça marche pas. Et ça m'a souvent fait des expériences waouh comme ça avec des voitures tout terrain. Je trouve que c'est le plus impressionnant. J'ai pas eu l'occasion. Ouais, trop bien. Alors, franchement, c'est un truc à faire. Mais même c'était à l'occasion, même parfois du buggy ou des trucs comme ça, je trouve ça incroyable. Ah bah ça me botte. Les suspensions, c'est pareil, la manière dont les suspensions arrivent à absorber les chocs,
C'était pareil avec le char d'ailleurs. Ouais. Je voyais des trous arriver. Ouais. Je me disais, mais là, je vais me faire. Parce qu'il faut se représenter que le char. Donc, t'as la partie basse du char et au-dessus, t'as la tourelle. Ouais. La tourelle. Moi, j'étais sur la tourelle. Avec la tête qui dépassait. Donc j'étais la tête dehors. On était en train de foncer à travers des champs. Et le bas du char est désolidarisé de la tourelle. Parce que si tu veux, le bas du char, il fait droite-gauche, et la tourelle, elle suit pas, parce qu'elle est en... Quoi, elle est suspendue? Bah non, c'est qu'en fait, t'as un axe qui relie les deux. La tourelle, elle tourne, peut faire 360. Ouais. Mais si le mec qui gère la tourelle... Bah déjà, le mec qui gère la tourelle, c'est pas le même qui conduit le char. Ouais. Donc, il tient la tourelle avec une manette, pour viser avec les canons, etc. Ouais. Et pour rester dans l'ordre de marche. Mais... Il peut pas suivre les mouvements permanents du char. Donc toi, t'es perché en haut de ta tourelle, qui flotte à peu près vers la direction où tu vas, mais le char, en dessous, il fait droite-gauche, hop, frein, machin. Du coup, tu peux pas anticiper les mouvements. Ah oui. Donc tu te fais trimballer comme jamais. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais non, t'étais sur la suspension des... Oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments, je voyais les boss arriver, ouais. Et on traversait des trucs, et tu ne sentais rien dans le char. Rien. On a roulé sur des arbres, on a roulé sur une voiture en l'occurrence, tu sens rien. Quasiment rien. Et la manière dont ça absorbe est absolument dingue. Et c'est, ouais, en fait, c'est ce qui me fascine, c'est la réalisation des capacités technologiques d'un engin. Ça, je trouve ça fou. Bah ouais, totalement. Et donc finalement, parce qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir me dire qu'un essai de char, qui ça vient foutre là. Mais ça a pleinement sa place. Bah oui, je pense que ça a pleinement sa place. Ah oui, totalement. Mais au final, même ton expérience en Ultima GTR, en termes d'engin de route, il y a difficilement plus débile quand même. Ouais, j'avoue, j'arrive pas à penser à plus débile. Ouais. Et si on parle pas forcément de voitures, peut-être, ou d'engins les plus folles, c'est quoi les trucs que t'as fait de plus fou avec une voiture ou avec un... Quoi, t'as envie que je parle de cul? Non, pas ça. Non, même si la digression est facile. Attends, mais tu me fais y penser, un plan AK dans une Testarossa, c'est vrai que ça relève de l'exploit, mais... J'avais un pote berlinois, un bon ami, il a fait équiper un espèce de van très haut de gamme Mercedes, genre tout cuir à l'intérieur. Ah oui, très bien, trop classe. Comment ça s'appelle ce van? Un classe V. Un Vimeo ou un Viadeo? Viano, je crois que c'est ça, ouais. Tout équipé luxe à l'intérieur et des vitres sans teint. Oula. C'est-à-dire que... Je pensais que j'avais réussi à t'éloigner de l'anecdote. Les gens Non mais c'est toi qui m'as prompté là. Bah non, mais moi je parlais mécanique, enfin remarque, mécanique des fluides, Bah mécanique, on est dedans. Hein. Oui, voilà. Les gens à l'intérieur voient parfaitement à l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, ils voient que des miroirs sans teint. C'est comme dans les salles d'interrogation qu'on voit dans les films. Alors, oui. Je vais pas rentrer dans les détails, évidemment, c'est un podcast familial. J'ai eu l'occasion de tester, ça fait vraiment bizarre quand on remonte les Champs-Élysées et qu'on fait des trucs innommables avec les gens qui, on a l'impression, nous voient, mais en fait, ils nous voient pas. Oui. J'avais la même... J'avais la même technologie dans mon appartement à Paris avec mon coloc. On était au. T'as des choses à nous raconter. Non, mais on était au rez-de-chaussée et en fait notre baie vitrée principale donnait sur la cour de l'immeuble dans laquelle passaient des gens toute la journée. Donc on avait installé la même chose, des miroirs sans teint, afin de pouvoir se balader. Alors pas avec mon coloc évidemment, mais vous aurez compris. Oui. Mais enfin voilà, afin de pas pouvoir se poser de questions et utiliser potentiellement le salon oui. pour ce genre d'activité sans emmerder personne. Ouais. Mais oui, ok, d'accord. Ouais, non, mais j'avais pas ça en tête, mais ma foi, pourquoi pas. Et bah alors là ça m'a coupé la suite pour la suite, là, je sais pas où. Bah j'ai un autre truc à raconter. C'est une expérience mécanique. Par où je vais commencer ça? Je vous ai déjà dit sur le podcast que j'ai eu la chance pendant 5 ans d'avoir une 512 TR, donc le successeur de la Testarossa des années 90, 12 cylindres à plat, vraie supercar italienne. Et là, c'était la fois où, je l'ai raconté dans le dernier podcast, j'avais le roulement
de la cascade de pignons qui transmet la puissance du vilebrequin à la boîte de vitesse qui avait fait des siennes. Je l'avais ramené là où je l'avais acheté. Alors, je l'avais acheté à Ferrari Monaco. Ça, déjà, c'est une expérience de ouf. D'acheter une Ferrari, d'aller la chercher à Monaco, de la ramener, d'être le propriétaire de cette bagnole. Alors, autant je l'ai fait par passion et c'était pas du tout pour l'image, mais c'était une expérience vraiment forte, ça, pour la petite parenthèse. Ouais, et ce qui m'est arrivé, donc on est à peu près 2 ans plus tard, je vais la chercher, elle est réparée au niveau de son roulement, et je la prends, alors on devait être au mois de mars probablement, peut-être février, évidemment sur la Côte d'Azur il fait beau, je repars, je veux pas prendre l'autoroute parce que c'est pas drôle, donc je veux prendre la route Napoléon, je pars de la région de Cannes-Grasse, et à un moment, la route commence à monter. J'arrive en haut d'un col, et il fait super beau et tout va bien. Donc j'arrive assez bien. Enfin, il y avait plus de visibilité, donc j'avais réduit la vitesse à quoi 100 à l'heure, parce qu'il y a plus de visibilité. Je traverse cette espèce de cime de montagne, pic de montagne, et de l'autre côté, il y a de la neige. J'arrive sur une route enneigée. J'ai tout juste le temps de perdre de la vitesse pendant que la route est mouchetée de neige. Ouais. Et j'arrive sur de la neige avec évidemment des pneus été qui doit faire à l'arrière peut-être du 305 dans ces eaux-là. Après, honnêtement, dans cette situation, pneu été ou pneu hiver, c'est la même merde. Ouais, mais attends la suite. Parce que t'es en Testarossa. Je réussis à réduire la vitesse avant que ça devienne vraiment que de la neige. Mais après, je me retrouve sur de la neige à descendre de l'autre côté. Oh, l'enfer. Et je suis vraiment sur de la neige, ok ? C'est plus moucheté à ce niveau-là. Je suis au pas de marche. Je suis entre 5... Non, je suis pas à 10 km par heure. Je dois être à 5 km par heure. Et tellement, je suis il n'y a pas de grippe, je suis sur de la glace, du verglas. Je suis en train constamment, à 5 km à l'heure au pas de marche, de surveiller le bas-côté pour me préparer à projeter la voiture sur le franc rocailleux pour pouvoir l'arrêter par friction contre la roche. L'enfer. C'était affreux, ce moment. Oui, c'est pas des expériences que ça a duré genre une demi-heure où j'étais à 5 à l'heure, en limite de décrochage, c'était horrible. Ah oui, une demi-heure, c'était assez... Une demi-heure, horrible. Oui, c'est long dans ces cas-là. Ouais, j'étais seul à bord, et je me suis senti très seul, en effet. Ça s'est bien fini in extremis. Souvent, on s'amuse sur de la neige avec des propulsions puissantes. Bah là, c'était pas drôle. Alors oui, c'est vrai que sur la neige, on peut s'amuser avec des propulsions puissantes. En ce moment, là, je suis en plein dans les finitions de la vidéo de mon road trip au Cap Nord. Ouais. Qui sort incessamment sous peu, comme je l'avais dit. Et je re-regardais toutes les images de neige, de paysages enneigés qu'on avait traversés, notamment avec la Porsche que tu as vue à l'extérieur. Oui. Et je remercie l'invention des pneus neige quand même, ouais. parce que ça sauve la vie et ça permet de traverser ce genre de... Ah bon, on fait ce qu'on veut avec des pneus neige. Alors moi j'avais jamais vraiment testé des pneus neige. T'as déjà essayé des pneus cloutés sur de la neige? Oui, mais c'était plus sur de la glace. Ouais. C'était à Flaine, au circuit de glace de Flaine pour une journée glisse. Mais c'était dans des conditions vraiment de roulage glace, quoi. Enfin, de roulage circuit glace. Donc c'était pas sur la route, mais sur la route, non, jamais. C'est remarquable. Quand j'étais ingénieur dans l'automobile, j'ai fait ce qui s'appelle une mission froide, c'est-à-dire on faisait de la validation au cercle polaire pour valider que tout se passe bien à -30. Ok, trop bien. Et j'arrive en avion, je prends ma voiture de loc, et les voitures de loc là-bas, elles sont équipées pneus cloutés. J'étais au cercle polaire, et au début, je roulais tout doucement. Clac, tout doucement. Alors non, parce que c'était sur de la neige. Ah oui, donc tu entends pas. Donc il n'y avait pas de bruit. Mais je roulais tout doucement, et il y avait du flottement, mais de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'en fait, c'est super sécure. C'est ultra sécure. Et au bout de 15-20 minutes, j'étais sur une autoroute, totalement enneigée, mais j'étais en cruising à 130. Ah mais tu roules normalement. En fait, c'est ça, tu roules normalement. Complètement normalement. Mais d'ailleurs, je suis en train de...
je suis en train de me dire, attends, j'ai déjà conduit des voitures avec des pneus clous, c'est pas possible. Et en Laponie, 2 fois, j'ai conduit des voitures avec des pneus clous aussi, y compris sur la route. Bah, c'est ça, tu sais, on roule normalement. Ah bah, tu roules complètement normalement. Ouais, c'est comme quand on roule, nous, sur de la pluie. Et oui, d'ailleurs, alors tu verras ici dans le sud, rouler sous la pluie, c'est pas leur spécialité. Mais ils savent pas rouler sous la pluie ici. Ah, c'est comme quand j'ai passé une année, c'était en 97, j'ai vécu à Los Angeles. Quand il y avait une journée de pluie là-bas, mais ça passait aux infos parce qu'il y avait des carambolages dans tous les sens. Ouais. Ils savent plus quoi faire quand il y a de la pluie. Bah du même principe, quand il neige en France, ça fait les infos pendant 3 jours, alors que quand tu vas ailleurs, les mecs, c'est plutôt quand il neige pas que c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Mais oui, les pneus neige, mais je me souviens, j'avais été 2 fois en Laponie, une fois avec Cupra pour essayer le Formentor, donc le petit SUV, la VZ5 avec le 5 cylindres d'Audi RS3. Et on avait des pneus clous, c'était extrêmement rigolo, parce qu'on avait 400 chevaux et un machin quasiment propulsion, et vraiment rigolo à conduire. Je me suis arrêté de dire sympa, parce que je me suis dit, Alex, il va me regarder en me disant, mais comment ça peut être sympa, c'est un truc automatique, c'est un turbo, qu'est-ce que tu racontes? Bon, non, moi j'ai bien aimé. Sur de la neige, même en Clio diesel, en vrai, tu te marres partout. Et après, et donc on avait fait un grand trajet dans le froid, c'était trop drôle. On était passé même sur des routes qui sont des spéciales du WRC. C'était génial, et effectivement, j'étais bluffé, tu peux rouler comme ça. Mais pour le road trip au Cap Nord, on n'avait pas de clous, parce qu'on avait quand même beaucoup de parties d'autoroute. On savait que sur 15 jours, là, on va dire, on allait rencontrer peut-être 4, 5, allez, 6 jours de neige. Mais la seule fois où ça nous a un peu manqué de pas avoir des clous, on explorait les fjords de Norvège vers le 8e ou 9e jour, et un soir on est arrivé dans les fjords et la température baissait vraiment énormément, et la route c'était de la glace. Et donc là effectivement on était vraiment à 4 km/h avec les Porsche et tout, parce que il y avait rien, il y avait zéro grippe. Il y avait plus de grippe. Mais autrement, dans les pneus neige, c'est fantastique. Mais d'ailleurs, ça m'a envie parce que j'ai toujours les pneus neige, ça m'a donné envie d'aller me faire un trip là durant l'hiver. Je sais pas, aller au ski avec la Porsche ou un truc comme ça. Oui, bah oui. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, je suis allé au Cap Nord, elle peut bien aller jusqu'en haut de la montagne d'à côté. Mais et cet épisode, il est un peu mixé entre des news du jour et 2-3 sujets qui traversent. Mais moi, je suis curieux quand même. Comment est-ce que en fait, j'ai envie de parler de ta chaîne YouTube. Je t'ai pas prévenu, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ta chaîne YouTube? Ouais, ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, en fait, je me demande comment est-ce que le changement est-ce que l'arrivée à Aix-en-Provence, putain, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ça? À quoi les gens peuvent s'attendre? C'est un peu en même temps peut-être un moment rétrospectif de 2025, suite 2026. Ouais, ça m'a traversé l'esprit à l'instant, je le lance, c'est comme ça. Ta question, elle lance une réponse à tiroir. Parce que d'un côté, je vais augmenter le rythme des vidéos maintenant que je suis à Aix, parce que j'ai des routes libres pour le faire. Je vais multiplier les occasions. Et je vais doublement multiplier les vidéos, parce que là, j'ai été très pris, ce qui explique la faible sortie de vidéos sur ma chaîne ces derniers mois. J'ai été très pris sur un projet dont je vous ai pas encore parlé. Ah oui. Je t'en ai pas encore parlé non plus. Ah bon? Non. Ah, j'ai une idée, moi je dirais rien. Ah, tu crois que je t'en ai parlé? Bah je sais pas, je vais attendre de voir ce que tu vas dire. Je vais juste dire que ça va pas m'aider dans mon addiction de regarder les petites annonces de voitures en vente. Donc ouais, je t'en ai pas parlé hein. Je vois que tu grimaces. Je crois que si, mais bon, vas-y continue. Et ça veut pas vous aider vous non plus qui regardez ou qui écoutez, qui aimez bien regarder les petites annonces. Si, je sais de quoi tu parles. Ah, peut-être. Je sais de quoi tu parles. Je vais bientôt vous en parler. Je pense d'ici février-mars. Ok. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur le développement d'un truc. Donc oui, au-delà de février-mars, ça va s'intensifier au niveau des vidéos et ça va être autrement plus plaisant que de galérer à faire ça en région parisienne. Ah bah, tu vas voir la différence d'énergie et de vitesse pour tourner une vidéo. Ouais. Ici, ça n'a rien à voir. Ah mais j'ai juste envie de m'y mettre. Ah ouais, j'irai te montrer des... Non mais je vous explique les gars, je suis arrivé hier avec mes 2 filles. Alors c'est pas encore le déménagement, on est juste là pour passer 3-4 nuits pour profiter de leurs vacances. Le déménagement c'est dans 10 jours. On est arrivé hier avec ma E30 320i Bord.
parce qu'elle va rester ici, évidemment, c'est une décapotable. Et là, je vais à Lidl faire les courses. Alors, c'est rien, c'est une connerie, mais déjà, mon trajet pour aller à Lidl, c'est pas loin, c'est 5 minutes. Mais quand j'ai pris ce trajet, mais la différence avec mon trajet Lidl en région parisienne, c'est tout de suite... Alors, il n'y a pas de feu, déjà. Il n'y a pas de trafic. Tout de suite, des enchaînements de ronds-points où je me disais, oh putain, quand je vais être là avec la Panda 100 HP, à faire n'importe quoi, et je vais rentrer comme un porc, et je m'en fous si le moteur est pas encore chaud, parce qu'en fait, je suis juste en train d'utiliser l'élan de la voiture pour rentrer comme un porc, pour la mettre à l'équerre. Et après, il y a une ligne droite où, au retour de Lidl Motor Show, je peux développer la patate de la voiture, l'emmener à 6500 tours. Non, mais je vais tout le temps fourrer chez Lidl. Ah bah... En même temps, alors c'est pas un épisode sponsorisé Lidl, mais c'est une bonne Oui, ce serait Carrefour Mariette ou Intermarché, je vous dirais la même chose. Non, ma vie vient de se transformer. Ah non, mais je t'arrête, pardon, tu viens de faire une grossière erreur. Il n'y a pas de Carrefour Market ici, c'est Carrefour tout court. Ah Carrefour Market, c'est des trucs de citadins. Oui, ici, c'est les grandes surfaces. J'aurais pu dire Franprix, ce serait la même connerie. Ah, mais il n'y a pas non plus. Ici, c'est des supermarchés. Oui. Attention. Oui, putain. Avec un grand parking, on peut se garer devant. Non, mais ça me fait tout bizarre. et il fait même pas beau encore, et je me sens comme un prince. Ah, vraiment, il fait moche, mais il fait pas froid. Oui. Et ok, donc plus de vidéos, des nouveaux projets. Ouais, c'est ça. Et ouais, bah je pense que tu vas vite t'y faire. Moi, le truc qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé ici, c'est enfin en tout cas d'un point de vue de travail. Après, il y a plein d'autres avantages, mais c'est quand tu vas commencer à connaître un peu les routes, quand tu vas commencer un peu à savoir où aller pour filmer une vidéo, t'as envie de filmer une vidéo, tu l'écris 2 secondes sur un papier, tu prends ta caisse, en 1 heure la vidéo elle est filmée. Ouais. Moi à Paris, je sais pas, moi genre... Mais c'est affreux. C'est horrible. C'est affreux. Quand il fallait que j'aille faire, alors évidemment on n'est pas en train de se plaindre, on fait pas le pire des métiers, mais quand même, moi à Paris, pour filmer une vidéo, ça me prenait la journée complète. Bah oui. C'est-à-dire que je partais le matin à 8h, je faisais probablement, sans exagérer, 3 heures de route dans la journée pour aller à 30 km. Ouais. Rouler sur des routes compliquées, très compliqué de faire des tournages, etc. Entre la police, les passants, les faisans, les vélos, et la météo de merde. Ici, tu fous le nez dehors, il fait super beau, tu te dis tiens, je vais aller rouler. Et tu fais un détour d'une demi-heure et t'as pris un kiff pour 1 semaine, quoi. Bah ouais. Franchement, c'est trop génial. Non mais c'est littéralement pour ça que je suis là. C'est-à-dire, Erwan, à un point que je ne savais pas à quoi ressemblait Aix parce que j'y ai jamais mis les pieds. Je suis sorti hier soir emmener mes filles au marché de Noël dans le vieux Aix et j'étais là scotché comme un gamin. Je me disais, oh putain, mais en plus cette ville est belle. Ah bah, mais je savais pas. C'est magnifique. Mais moi je savais pas trop non plus. Hein. Tout ça c'est bonus. Non, c'est plutôt bien fréquenté, c'est beau. Même hier soir, pour aller dans le vieux Aix, le marché de Noël, mais le trafic était fluide. Je me suis garé en centre-ville, vieux Aix, sans problème. J'ai pas compris. Il y a des parkings partout en plus. T'as des grands parkings souterrains et tout, partout autour du centre-ville. Ouais, bah j'ai que bonne surprise sur bonne surprise. Pour l'instant. Ça devrait pas s'arrêter. Et du coup, niveau bagnole, qu'est-ce que tu vas... Bah, je descends qu'est-ce tout. Que tu vas descendre ici je descends tout. Peut-être que tout le monde n'a pas suivi. Tout, ça veut dire, j'ai une E30 320i bord. Donc, c'est la première version décapotable avec une espèce de structure tubulaire qui fait qu'elle a un toit targa qui s'enlève. Ma Panda 100 HP, elle va être garée dehors. Quand j'aurai une autre place de parking couverte, il y aura la 996 C2 qui va être ma voiture plus GT. Mais ça, faut qu'on en parle. J'ai une mauvaise nouvelle dessus. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, et qu'est-ce que j'ai oublié? La E21 323i Resto Mode, mais qui, elle, va être vendue. Ouais. Mais je vais prendre mon temps pour la vendre. Et va rester à Paris, parce que j'ai mes filles qui vont être basées principalement à Paris. Il va y avoir la E30 325i Touring, qui va servir de voiture de ville, et aussi pour rayonner, pour partir en week-end depuis Paris, quand ça nous arrivera. Ok, et ben ça va faire du... Je te dis la mauvaise nouvelle sur la 996 ? Oui, parce que pour rappeler, t'es tombé en panne sèche la dernière fois. Qu'est-ce qui a cassé? Panne sèche, j'aurais bien aimé. Non, pas en panne sèche, mais la voiture s'est arrêtée, quoi. Une panne immobilisante voilà, qui aurait dû être pas grave du tout,
parce que c'était le tendeur de la courroie serpentine, c'est-à-dire pas la courroie de distrib, la courroie accessoire qui entraîne l'alternateur. J'ai pensé que c'était juste l'alternateur qui était en panne parce que sur le tableau de bord, il y a eu le voyant batterie et j'ai vu la tension de batterie parce qu'il y a une jauge de tension de batterie qui a tout de suite commencé à baisser. Donc je me suis dit, bon, j'ai l'alternateur qui est en panne. Si j'avais senti que la direction s'était alourdie parce que j'avais perdu la direction assistée, mais je l'ai pas senti parce que j'étais sur une ligne droite d'autoroute. Ouais, donc pas de différence. Donc pas de différence, j'ai pas senti que j'avais perdu la DA. Si j'avais perdu la DA, j'aurais su que la courroie s'était barrée, j'aurais pu penser au fait que la pompe à eau, du coup, n'était plus entraînée. Et le problème, c'est que je ne voyais pas la jauge de température d'eau, parce que moi, je suis tout en buste. Je suis court sur pattes, tout en buste. Et donc, il y a la jauge de température d'eau qui est cachée par la jante du volant. Ok. Donc, j'ai pas vu... Ah oui, Alors, Porsche a bien fait les choses, parce que non seulement la température était montée dans le rouge, mais il y avait même un voyant intégré dans la jauge de température d'eau qui était rouge. Mais je le voyais pas. Alors, qu'est-ce qui m'a fait regarder à un moment, je sais plus, mais j'ai baissé un peu la tête et j'ai vu le voyant rouge, mais ça faisait un quart d'heure que je roulais déjà, sans pompe à eau donc. Alors heureusement, je roulais doucement, hein. J'étais en croisière, en pleine nuit, en région parisienne, je devais être à 120. Je voulais juste rallier la maison. Dès que j'ai vu ça, voyant rouge, je m'arrête sur le bas-côté, je coupe le moteur, on s'est fait dépanner, etc. Mon spécialiste Porsche m'avait dit, t'inquiète, elle a probablement survécu, c'est probablement, on va juste changer le tendeur, ça va repartir. Ouais. Il l'a testé, pendant 2 heures, elle a bien roulé, mais il a trouvé de la mayonnaise dans l'huile. Donc, de l'eau qui se mélange à l'huile. Il a testé l'échangeur, parce qu'il y a un échangeur d'eau. L'échangeur est impeccable. Donc, c'est probablement, de se dire, une culasse fêlée qui laisse passer de l'eau. Donc je vais avoir au moins une des 2 culasses à changer. Oh, c'est un gros job ça. J'ai regardé sur Ovoco, tiens, il y en a des culasses d'occasion. Ah bah voilà. Donc, il y a des culasses de Ferrari aussi, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des culasses de 996, mais ouais, je vais en avoir pour un gros billet. Donc c'est tout ça pour un putain de tendeur et pour un tendeur que j'avais changé pour fiabiliser la voiture. Et le tendeur, il a merdé. Mon mécano m'a dit, depuis, ils ont changé la référence chez Porsche. Maintenant, c'est un tendeur non pas en plastique, mais en acier. Sauf qu'à l'époque où j'ai fait mettre le mien, c'était encore une pièce en plastique. C'est un peu chelou. Faut-il remettre en question la fiabilité Porsche ? Aïe, 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 aïe. Ça fait quand même 3 fois t'as pas de en chance, un an pas de chance, quand même. Que j'ai une panne immobilisante sur ma 996 et qui sont tout le temps des pannes dues au circuit d'eau. Donc, j'en viens à regretter l'ère des 911 AR, comme la 993 par exemple, elle aurait pas eu tous ces problèmes. La première fois, c'était... Merde, c'était quoi ? Bah, c'était la pompe à eau. Ouais, c'était la pompe à eau qui avait dégagé. La deuxième fois, c'était le bocal qui s'était fêlé et répandu tout le liquide. Et maintenant, troisième fois, le tendeur qui entraîne toute une catastrophe. 3 pannes immobilisantes, ça doit... Dû au circuit d'eau, ouais. Ça doit quand même remettre un peu en question la... Est-ce que ça finit par te rester un peu dans... Bon, là, je sais pas quoi penser. En tête, parce que la 996, elle est connue surtout pour son IMS fragile. Donc le roulement intermédiaire, mais je l'ai changé préventivement. Elle est connue pour ses cylindres rayés, mais la 3 litres 4 n'est pas trop affectée, et moi j'ai une 3 litres 4. Donc moi je me suis dit non, maintenant que je me suis occupé de l'IMS, ça va être une allemande fiable. Bah pour l'instant non. Écoute, l'expérience de conduite, elle est tellement supérieure au prix que je l'ai payé, parce que c'est une voiture qui est mal aimée pour plein de raisons. Moi je l'adore. Donc pour l'instant, je m'y retrouve. Je vais te dire honnêtement, Erwan, même si je devais foutre un moteur à la poubelle et racheter un moteur, je le ferais encore avec le sourire. Ah ouais. Tellement j'adore cette bagnole. Je suis curieux peut-être tu m'emmèneras dedans une fois. Mais il faut que je... Ah bah tu vas la rouler, ouais. Ah ouais, volontiers, parce qu'en fait, je suis vraiment curieux d'essayer notamment les supports moteurs rigides que t'as mis. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'intrigue parce que je crois pas... Le truc, c'est que t'as pas vécu le avant. Non, mais je pense que parce que j'ai déjà roulé plusieurs 996. Ouais. Et je pense que je pense que je vais le ressentir. Et je suis curieux de voir ce que ça fait. Quand on met des supports semi-rigides, tout de suite, les vibrations, on le sent à travers le siège. Ouais. On le sent même dans le volant. Alors, c'est subtil, hein, c'est pas grotesque.
mais on le sent, c'est-à-dire on est connecté viscéralement à la mécanique, même au ralenti, au feu rouge. Ouais, je comprends. Donc ça et ensuite, il y a la sonorité qui est transmise dans toute la caisse. Alors, à nouveau, c'est assez subtil. Hein. C'est pour ça que je te dis, si t'as pas connu le avant, tu pourrais croire à un échappement sport. Mais en fait, la différence que tu vas entendre, c'est l'effet supermoteur. Ouais, bah justement, c'est pour ça que je suis assez curieux. Puis c'est vrai que ma 996, c'est une voiture que j'aime bien. C'est une voiture que j'ai toujours bien aimée, en fait. Il y a toujours plein de gens qui te disent... Enfin, je vois souvent marqué sur Internet maintenant on aime bien les 996 par effet de mode, parce que finalement, c'est la dernière qui est encore accessible. Moi, je l'ai toujours bien aimée. Et un peu de la même manière que... j'aime bien, par exemple, la 968, où je vais bien aimer des voitures un peu particulières. Ouais. Il se trouve que souvent, en tout cas par expérience, il y a des voitures qui sont un peu mal aimées. Enfin, les voitures qui sont généralement mal aimées sont plutôt mal comprises ou boudées pour des raisons un peu bizarres. Alors parfois c'est vrai, mais en l'occurrence pour un 996, pour en avoir essayé quand même pas mal, en fait à aucun moment c'est une mauvaise voiture. Non. Donc, alors après, je comprends évidemment que l'aspect esthétique puisse parfois ne pas plaire à certains. Moi, les feux, je les trouve jolis. Bon, mais elle a fait couler beaucoup d'encre cette voiture. Mais ce que vous ne trouverez jamais, c'est un article d'époque, fin des années 90, qui critiquait sa conduite, l'expérience de conduite. Il n'y avait pas. Les journalistes à l'époque, j'ai l'âge pour m'en souvenir, étaient unanimes que c'était une vraie avancée, que ce soit moteur ou châssis, par rapport à la 993. Ah oui, c'est des voitures qui sont... En fait, je trouve que c'est des voitures qui sont extrêmement modernes. C'est-à-dire qu'on arrive dans ces générations de voitures-là à des autos qui sont aussi abouties que des voitures. Alors, j'ai plus envie de dire actuelles, parce qu'aujourd'hui, ça ressemble plus à des soucoupes volantes qu'à des voitures. Finalement, voilà, ils avaient raison, en fait. Les soucoupes volantes, ça a fini par arriver, mais c'est en 2025, pas dans les années 2000. Mais dans les voitures des années 90, je trouve, je peux dire la même chose de la E34, ces voitures de mi-90, début 2000, en fait, les voitures sont ultra abouties, ultra modernes. Et après... c'est du mieux dans le sens de la performance et de la sécurité, mais c'est pas forcément mieux en ressenti. Ouais, je trouve. Ça on peut le dire pour beaucoup de marques et beaucoup de modèles. Ouais, vraiment. On est sur un pic de l'évolution automobile, fin des années 90, début 2000. Et la 96 est en plein dedans, et la 96 GT3, ça reste un must, quoi qu'il en soit. Donc oui, de décrier en permanence la génération 996... je trouve ça un peu... esthétiquement, les goûts et les couleurs, je critiquerai pas, mais maintenant, personne pourra dire que c'est une mauvaise voiture, parce que c'est pas vrai. Donc, je suis curieux d'essayer la tienne. Normalement, dans pas longtemps, je dois aussi essayer une 40e anniversaire. Oui, c'est bon ça. Que je trouve j'ai toujours trouvé ça trop beau, et j'avais pensé, à un moment c'était sur ma liste de voitures à acheter. Pareil. Mais déjà ça coûte cher pour avoir 3 détails et des jantes chromées. Elle a un petit peu plus de moteur. Oui, t'as le pack puissance quoi. En gros, c'est une Carrera. Parce que la Carrera S n'existait pas. Non, il n'y avait pas de S à l'époque sur la 996. Donc en gros, c'est une Carrera S avec le pack un peu... C'est ce qu'aurait été une Carrera S s'il y en avait une sur la génération 996. Voilà, c'est ça. Et bien équipée avec des détails spécifiques. Avec le bouclier avant de la turbo. Exactement, et qui lui va super bien. C'est une très très belle voiture d'ailleurs. Ouais, clairement. Mais donc, ça je suis curieux. Sam, dont on parle souvent, Seen Through Glass, il en a une. Il en a une, c'est vrai. Pas longtemps, cela dit. Non, parce qu'il disait qu'il avait pas... Il avait pas accroché, je crois. Non, il avait pas aimé tant que ça. Moi, j'ai grave accroché. Je pense que... Donc on verra ce que t'en penseras. Je pense que, comme beaucoup de voitures, il y a des choses à faire pour parfois les rendre peut-être un peu plus viscérales, un peu plus émotionnelles. Et un échappement, ça fait partie des choses à faire. Avoir un débattement de vitesse un peu plus nerveux, ça en fait partie. C'est aussi souvent des bagnoles, quand on arrive dans une certaine modernité, enfin dans ce fameux sorte de pic de modernité qu'on arrive dans les années 90, c'est déjà, mine de rien, des voitures qui sont un peu moins émotionnelles qu'avant, mécaniquement, mine de rien. Donc, parfois, typiquement la 968, tu disais qu'il n'y avait aucun article qui critiquait la 996. Des articles qui disent que la 968 est géniale mais chiante, il y en a un paquet. C'est vrai. En fait, à l'époque, c'est sorti face à la M3 ou 36. Alors, pas en club sport. Alors,
pas en club sport, mais ça fait quand même aucun son. Et la tienne, elle est club sportisé. Club sportisé, exactement, mais surtout les deux gros, on va dire, les deux grosses critiques qui étaient faites sur la voiture, c'était d'une part que le 4 cylindres avait forcément était moins émotionnel qu'un 6 cylindres, forcément, qu'il soit flat 6 Porsche ou Atmo, par exemple, en face il y avait la M3 E36. Le moteur de la M3 E36 c'est monumental. Oui. Donc c'est vrai que ce 4 cylindres, tu verras, tu l'essaieras la voiture, il est très doux, très souple, très élastique, donc mécaniquement c'est pas exceptionnel. En plus de ça, d'origine, ça fait pas un bruit, mais vraiment ça fait pas un son. Quand t'essaies ma voiture entre valve fermée et valve ouverte, c'est pas la même voiture. En plus, la mienne maintenant, avec l'échappement SCART, quand les valves sont ouvertes, elle est vraiment bruyante. Mais ça lui donne énormément d'âme, avec des bouts de tube en dessous, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a souvent des petites améliorations à faire, et ça peut vraiment transformer l'expérience de conduite d'une voiture. Donc, est-ce que c'est pour ça que Sam de la chaîne YouTube Sinful Glass n'a pas accroché avec la sienne? Je sais pas, il est quand même plus souvent dans des voitures modernes, Sam, faut le dire. C'est peut-être juste ça, ouais. À mon avis, c'est juste ça. Parce que moi, je me souviens que c'était une époque où qu'est-ce qu'il avait en face? Je sais plus exactement, mais il a toujours eu des caisses modernes. Les voitures un peu à l'ancienne, entre guillemets, quasiment, enfin, un youngtimer. Il en a toujours parlé en étant appréciatif. Je sais pas si ça se dit. Oui. Mais au final, il a passé le pas une fois et il l'a jamais repassé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et aujourd'hui, tu regardes son garage actuel, 992 GT3, Jaguar XE Project 8. Elle a 360 chez Enschradal. Remarque, je dis ça, il a eu quand même une 360 Modena pendant des années. Et maintenant une CS. Mais je pense pas que la Porsche 996 lui donnait vraiment ce qu'il voulait. Faut qu'on reparle, Erwan, de la M3 E30. Tu sais pourquoi? Parce que t'en as expertisé une il y a pas longtemps. Ah oui. Parce que je te suis sur Instagram. T'as regardé mon Instagram? Oui. Ouais, la semaine dernière. Et oh putain, tous les souvenirs qui sont revenus, parce que j'en ai déjà eu 3. Et je voulais qu'on en parle parce que je sais que t'aimes pas trop ça, ou t'as pas accroché. Et faut que je te raconte ce que j'ai ressenti. Déjà, bon, le look de la voiture, tu seras d'accord que ça c'est légendaire. C'est unanime, c'est génial. Et tout ce que ça véhicule de réussite en compétition, ça va avec, c'est un univers que la voiture véhicule. Tiens, il y a un truc qui m'a fait sympa pendant que je l'inspectais pour ce client. Je regarde dans le coffre pour voir comment était le coffre, et il y a une ouverture de coffre qui est toute petite. Parce que déjà, de base, le coffre d'une E30, il y a une lèvre qui est très haute. Donc si tu veux mettre un pack de bière dedans, il faut vraiment le soulever haut pour ensuite le redescendre. Mais comme la lunette arrière de la M3 E30, elle est plus... comment on dirait, plus inclinée pour l'aérodynamique, et elle mange sur l'ouverture du coffre, et t'as juste une espèce de boîte aux lettres qui fait 30 cm. Je vois ce que tu veux dire, Tu peux pas mettre une valise full size, une valise de soute là-dedans. Et déjà, ça véhicule de l'exclusivité de l'auto, c'est-à-dire sa praticité est complètement compromise pour l'aérodynamique en compétition. Ça m'a bien plu. Ce genre de petits détails. Après, quand je suis monté à bord... Après, pardon, je t'arrête, c'est rigolo sur le moment, mais dès que tu dois mettre un truc dessus, c'est juste chiant, hein, y a pas de... Ah, putain, t'es relou. Mais t'as quel âge déjà? T'as quoi, 28 ans? Ouais, mais je suis désolé, moi, une caisse où t'as pas de coffre... Regarde, moi, la 968, elle a un coffre immense, et j'adore ça. Le Z3M avait un coffre immense, la E34 a un coffre immense, pour moi, ça fait partie du... Autrement, faut acheter une Caterham, quoi. Mais bon, je comprends. On prend des sacs souples, on prend des valises cabines, on s'en sort. Il y a des compromis à faire. Je suis mauvaise langue, mais... Après, je monte dedans. Déjà, l'odeur de la E30, mais ça, je connais déjà, j'ai 2 E30. Je mets le contact. Et tout de suite, il y a des vibrations qui sont transmises à la cabine, parce que c'est un moteur qui est assez rugueux. Alors, c'est pas mélodieux comme le M20 de la 325i, mais elle gagne, ce qu'elle perd en mélodie, elle gagne en rugosité, et donc il y a une sorte de présence mécanique qui est là. Et après, évidemment, quand on passe la première, c'est une grille qui est inversée, donc la première en bas à gauche. Mais moi, ça me fait toujours un truc, parce que les Ferrari à l'époque, c'était comme ça. C'est forcément une voiture exclusive quand tu mets la première en bas à gauche. Je suis d'accord. Moi, j'adore. Ça vraiment, je suis d'accord. C'est un des... Parce que, pour rappel, je pense que tout le monde le sait, mais la première en bas à gauche était faite principalement... Enfin, c'était pensé principalement pour un usage compétition, parce que la première, comme on en a parlé la dernière fois, ça sert juste à décoller.
Et ensuite, les rapports que tu utilises le plus sur circuit ou en compétition, c'est 2-3. Donc, quasiment. Donc, en tout cas, en général. Donc, ça avait été pensé pour que le passage de la 2 à la 3, dans un sens ou dans l'autre, soit plus efficace. Et donc, ils avaient mis la première ailleurs. Ouais. Et ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu rentres dans une caisse et que tu as la boîte inversée, il y a un vrai sentiment spécial. Il y a quelque chose, je suis 100% d'accord. Et ça nous oblige à nous concentrer, parce qu'on sait plus trop où on en est. Oui, c'est vrai. Donc il faut garder à l'esprit sur quel rapport on est. J'avais ça sur la 348, sur la 512 TR aussi. Ouais. Je trouve que ça rajoute un peu... Il y a toujours ce mythe de la voiture coursifiée, mais là, en fait, je vois ça un peu, on va dire, pas naïvement, mais de manière un peu simpliste, comme tu sais, les mecs, ils étaient en train d'essayer de chercher avec les moyens de l'époque comment aller plus vite. Ouais. Et il y a un mec qui s'est réveillé un matin en disant attends, mais j'ai une super idée, on va changer le pattern de la boîte. Et ils ont posé ça et c'est là, quoi. Et du coup, je sais pas pourquoi, je vois ça un peu comme ce truc, peut-être pas artisanal, parce que les ingénieurs de l'époque en savaient toujours beaucoup plus que moi 40 ans après. Mais il y a ce côté un peu, je sais pas, essai. Vraiment, c'est des technologies de compétition mises dans une voiture de route. Ça me fait penser à Jacques Lafitte, qui, en super tourisme, il faisait commander par l'équipe des voitures avec le volant à droite. Okay. Pourquoi ? C'est pas qu'il aime ça, c'est que la quasi-totalité des circuits tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, en étant assis à droite de la voiture, il mettait plus de poids sur la droite, là où la voiture en a besoin, puisqu'elle est plutôt projetée sur l'extérieur. Et donc, au niveau du centrage des masses, je te vois grimacer. Ben attends, parce que je suis en train... Ça tourne dans le sens... Quand tu tournes à droite, c'est-à-dire tu tournes à droite. Oui, donc la force est exercée sur la gauche de la voiture, pas sur la droite. Oui, et donc pour contrebalancer ça, pour pouvoir garder un grip qui est plus réparti sur les quatre pneus, tu vas vouloir plus de pneus à l'intérieur. C'est comme en sidecar de compétition, t'as l'espèce de bonhomme qui fait le singe, qui s'agrippe sur le sidecar. Je trouve ça terrifiant. Et moi, c'est clair. Ça, c'est un truc, je sais pas si je l'essaierais. J'aime bien les trucs idiots, mais alors ça... Ouais. Et Jacques Lafitte, il roulait à droite, en super tourisme, volant à droite. Mais c'est vraiment ça, je trouve. Aujourd'hui, le côté artisanal, je le prends un peu avec des pincettes, mais en réalité, c'est quand même ça. Aujourd'hui, surtout quand tu compares avec aujourd'hui, où tout... J'écoutais une interview de Sébastien Loeb aujourd'hui qui parlait du Dakar avec Christian Lavieille, et qui les intervieweurs leur demandaient quelles étaient leurs compétences mécaniques lorsqu'ils avaient par exemple un problème sur le Dakar, s'ils étaient capables de bidouiller la voiture eux-mêmes, etc. Puis Sébastien Loeb disait, à part changer un pneu ou à la limite changer une toute petite pièce, t'appuies sur reset sur le système électronique et c'est tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui tout est tellement électronique qu'il y a moins ce côté... les voitures sont moins développées avec la pensée humaine et les essais comme régisseur, quoi. C'est différent. Bah ouais, il y avait de l'improvisation, c'était un peu plus du bricolage, et ils expérimentaient. Bricolage. Bah oui. Ne serait-ce que, je sais pas, tu regardes l'aérodynamisme des voitures d'il y a 30 ans. J'y pensais, ouais. Ça a rien, je sais pas, même les premières Formule 1, tu sais, notamment la McLaren, où t'avais un aileron énorme à l'avant, un aileron énorme à l'arrière, ce genre de truc. Début des années 70. Ouais, c'est ça. Tu regardes sur le machin, bon, effectivement, ça a plus rien à voir aujourd'hui, donc il y a justement ce côté bricolage complet, quoi. Et pour en revenir, donc à la M3E30. Oui. Alors, je démarre en première, je passe les rapports, le moteur chaud, je commence à monter le régime, et il y a une espèce de petit bzzz, une vibration qui se transmet dans le levier. C'est à nouveau cette rugosité du moteur 4 cylindres, et surtout ce que j'ai trouvé mémorable, évidemment, je faisais pas un essai performance, c'était pour inspecter une voiture qui était en vente, mais même en la roulant doucement, je trouvais qu'on sentait tout de suite la différence avec ma 325i, que j'ai roulé juste avant. Okay. C'est-à-dire là, on a un 4 cylindres qui est donc court par rapport au 6 cylindres qui est long, donc qui joue au niveau du centrage des masses, qui fait que la voiture pivote
quand on rentre dans un virage beaucoup plus facilement, et même en roulage doucement, bah on sent que la voiture a envie d'y aller, elle a envie de pivoter. Alors la direction est pas rapide, hein, il faut monter une direction plus rapide sur une M3E30. Ouais, puis il y a un nombre de tours de butée à butée. Ouais, il y a genre 4 tours c'est horrible. de butée en butée. Horrible. Mais j'ai adoré reconnecter avec cette bagnole et que je sais, toi t'as pas trop apprécié En fait, quand t'as fait l'essai. parce que en fait, le truc, c'est que j'ai pas trop apprécié. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à ça. Déjà, la première, c'est que moi, quand j'ai essayé cette voiture, c'était au début de ma chaîne YouTube, c'était au début de mes années, de mes essais, quoi. Quoi, il y a 5 ans? Ouais, plus que ça. Pour moi, c'était en 2019. Pour moi, c'était il y a 6 ans. Ah oui. Et donc, j'avais pas essayé beaucoup de voitures. Et je me souviens avoir essayé la voiture sur des routes assez ouvertes, tu vois, avec des longs virages plutôt, enfin, pas vraiment de quoi la mettre en appui, etc. Ouais. Et effectivement, bah, dans ces moments-là, Ouais. t'as un moteur qui a pas énormément de reprises, des rapports très longs, une voiture qui effectivement semble efficace, mais qui en fait, une M3E30, tant que tu la fais pas danser, tu te rends pas compte à quel point c'est bien. Faut la faire danser. Il faut vraiment la faire danser. Et je trouve que le moteur est suffisant pour la faire danser. Il y a quand même du couple, même sur les intermédiaires, et arrivé 4000 tours, bah t'as ce qu'il faut. En fait, c'est vraiment une voiture qui est faite pour être cravachée. Bah ouais. Pour être cravaché très très fort. C'est en train de devenir mon mot préféré. Cravaché. Bah peut-être qu'il y a 6 ans, comme moi, il y a 6 ans, je voulais de la puissance, du plaisir facile, et peut-être qu'on n'en était pas à pouvoir apprécier ce genre de machine. Je pense que si je l'essayais aujourd'hui, je trouverais toujours qu'il y a trop de tours de direction et des rapports trop longs. Ça je pense que c'est une certitude. C'est vrai. Et que ça méritait aussi un échappement. Maintenant, je me souviens d'un essai de Yann Le Jossec qui avait testé cette voiture je crois sur sa chaîne YouTube ou peut-être sur la chaîne YouTube de Race OS, je me souviens plus. Donc c'est l'instructeur de pilotage en glisse. Voilà, la référence de en l'école France. Pégase. Et je me souviens, il avait essayé la voiture sur l'OEAC, et bon, évidemment, il parlait des tours de volant, mais tu voyais la voiture qui prenait un roulis mais genre c'est pas qu'elle se tord la voiture, mais elle tangue quoi, elle gîte comme un bateau, mais sans jamais perdre le grip. Non. Et du coup, ça avait un côté un peu surprenant, et c'est là où finalement, tu vois, tu te rendais compte de la performance du châssis. C'est que même avec les technologies de suspension et de réglage de châssis de l'époque, ça restait une voiture qui était extrêmement efficace. Bah, les voitures n'étaient pas verrouillées à l'époque parce qu'elles pesaient moins. Une M3E30, c'est 1200 et quelques kilos, Ouais, je pense, j'imagine. Il n'y a pas besoin de mettre des barres anti-roulis incroyables, des ressorts hyper fermes. Bah ouais. Mais finalement, ça tenait très très bien la route, et pour vraiment la faire glisser et la mettre en défaut, il fallait le provoquer. Mais c'est une voiture dont la limite était finalement très 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 loin, et qu'il fallait pousser très 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 fort. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai de cette vidéo. Et donc, je pense que je serais curieux d'en réessayer une. Tu vois, tu m'en parles. C'est vrai que ça fait quand même envie, mais je pense que je partirais toujours avec le même truc, quoi. Je me souviens avoir adoré la E30 dont j'avais parlé d'un de mes bons copains, Maxime, là, qui a une 3325i avec un moteur réalisé en 3 litres 1. Poncourt, Arbracam, enfin tout le bazar. La totale, et la voiture était extraordinaire, mais elle doit faire 240 chevaux à la roue, un truc comme ça, avec un Poncourt, une crémaillère courte, un bon setup châssis. Là, je m'étais dit, ah oui, d'accord, là c'est vraiment stupide. Mais donc, je pense qu'une M3, enfin, quand je vois ce qu'ils font avec les gros pas, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dedans, quoi. Bah, ce qui m'a marqué, alors là, c'était pas sur cet essai-là, parce que c'était une voiture à vendre, mais quand j'ai eu les miennes, le comportement, je sais pas si c'est pas la seule fois où j'ai eu cette impression, tellement c'est prévenant, prévisible et, équilibré. C'est une des seules voitures que j'étais à l'aise à conduire jusqu'aux limites de l'adhérence sur la voie publique. Alors, pas en ville, n'importe où, hein. Je parle sur un col alpin. Parce que voilà, je suis pas pilote, je connais mes limites, mais une M3E30,
qu'elle soit stock, parce que j'en ai eu une stock, ou une prépa groupe A que j'ai aussi eu, les deux, je pouvais l'emmener à la limite de l'adhérence, et ça, c'est jouissif. Et c'est ça qui faisait que quand j'ai fait une semaine de roulage dans les Alpes avec ma M3E30 groupe A, et que dans le même groupe de 12 voitures, bah, il y avait de la Ferrari, il y avait de la Lambo, du V10, du V12, des 911 GT3, mais je tenais tout le monde. Parce que ça m'étonne pas. Hein. Elle est petite, compacte, agile, sur des cols alpins, et surtout, je pouvais l'emmener à la limite de l'adhérence. Alors que si j'avais été dans une Gallardo V10, ouais, tu t'es jamais j'ai pas le niveau. Oui, et puis accessoirement, de toute manière, le col alpin, je trouve que c'est le recentrage général du mythe comme quoi c'est la taille de la voiture ou la puissance de la voiture qui fait la vitesse à laquelle tu te déplaces. Parce qu'un col alpin, la réalité c'est qu'à partir du moment où tu as une caisse légère qui fait entre 150 et 250 chevaux, t'es déjà au maximum de ce que tu peux faire en fait. Ouais. De toute manière. Donc, on est limité par la route. T'es limité par la route, t'es limité par les freinages, etc. Donc ensuite, ce qui va jouer, t'as beau avoir une McLaren, c'est peut-être pas vrai, mais c'est d'ailleurs pour ça que l'Alpine, déjà, ça s'appelle Alpine. Une M3 Groupe A, elle tient une McLaren sur un col alpin. Ah, mais ça m'étonne pas une seule seconde. Ah, mais bien sûr. Parce que bah, le but, c'est d'être agile, de freiner tard, de rentrer fort et de ressortir fort. Et pour ça, si t'as la boîte bien étagée... Tu sais, quand on faisait des pauses pour prendre un verre ou pour déjeuner, il y avait des mecs qui se grattaient la tête, parce qu'ils disaient, mais je crois... On voyait à leur expression, c'était genre, mais j'ai une supercar à 300 000 euros, et avec son vieux clou, il me tient. Bah, peut-être il me prenait pour un grand pilote, puis j'en suis pas un. Bah non, mais moi, je me souviens, j'avais fait j'ai plusieurs anecdotes comme ça, mais dont une qui me revient vraiment en tête. J'avais fait un roulage il y a longtemps, il y a peut-être 6-7 ans, avec plein de supercars pendant le Top Marque Monaco. Moi, j'étais en Fiesta ST. Ah ouais. Et il y avait des Alpines. Ouais. Alors moi, en Fiesta ST, j'étais au cul de toutes les supercars. Ouais. Parce qu'on montait le Turini, et minéral Turini, c'est assez étroit. Ah, le Turini, il est super étroit. Donc moi, avec ma petite traction, c'est ce qu'il faut, oui. avec des bons pneus où je pouvais souder comme un idiot, j'étais au cul de tout le monde. Et les seules voitures que les supercars n'arrivaient pas à suivre, c'était les nouvelles Alpine A110. Ouais. Impossible à suivre. Ah bah le Turini, c'est pas une McLaren qu'il faut. Ah non. Et à la limite, une McLaren, c'est ce qui se rapproche le plus d'une Alpine A110 avec plus de puissance. Oui. Mais tout ce qui était Lambo, Ferrari et machin comme ça... Ah, tu mets une Murcielago sur le Turini, mais c'est l'enfer. Il y en avait. Il y avait des Aventador, des trucs comme ça. Les mecs, dans chaque épingle, ils étaient arrêtés. Ah mais c'est affreux. Donc finalement, dans un col alpin, à partir du moment où tu as une caisse rapide, une caisse légère, avec un minimum de puissance... genre une caisse légère et 200 chevaux et tu vas très vite. On est d'accord. Et oui. Et même il y a moins longtemps, on a fait en début d'année quand j'ai acheté la 968, on a fait une sortie avec des potes. Pareil, il y avait que des supercars et j'étais le seul avec ma vieille caisse. Il s'est mis légèrement à pleuvoir. Ouais. Au bout de 3 virages, j'étais parti. Il y avait plus personne derrière. Et je conduisais pas spécialement vite. C'est juste que moi j'avais faible puissance, donc faible puissance, beaucoup de châssis, voiture légère. Donc en fait, je pouvais y aller, je pouvais rouler très vite. On est d'accord. Donc ça fait... Ah, c'est contre-intuitif. Ça fait pas tout, mais... On est à 1h15, donc... J'ai aucune notion de l'heure. Bah t'inquiète, je suis en train de suivre. Magnifique. Je te propose qu'on passe aux questions-réponses. Oui, c'est vrai. T'as amené quelque chose ou tes mains dans les poches là? Non, j'ai fait quelque chose. Non, attends, quand même. Okay. Mais j'avais quand même un truc... Ouais. Ah, t'as une news? J'avais quand même une news parce que Pardon, j'ai monopolisé, je suis très mal poli, en plus je te reçois. Non, il y a eu le café, il y a tout. Je suis arrivé, franchement, je me suis assis sur le canapé. Alex a mis tout le setup, donc... Oui. Mais j'ai failli... Je suis allé en concession pour potentiellement acheter une voiture électrique, alors que je n'achète... Quoi? Voilà, je voulais le Sors de chez moi, je voulais le balancer comme ça. Non, tu te fous de ma gueule. Non, je déconne pas. Je voulais le lancer comme ça. Donc, mais attends, t'as plus d'argent, t'as vu le chantier qui t'attend sur la 540? Mais je suis plein de ressources. Et c'est pas papa qui fait des virements. J'ai vu ça il y a pas longtemps en commentaire. Il y a un mec qui a dit ah, ça y est, papa a fait un virement. Le petit Erwan peut commencer la restauration de sa caisse. Ah oui, non, je crois pas. Non, pas exactement. Non, t'as failli être t'as failli arrêter ton activité, non, à un moment. Il y a les 2 dernières années, ça a été compliqué. Donc... J'en avais parlé un peu sur les réseaux, mais on va parler entrepreneuriat. Votre expert comptable, enfin votre comptable,
Même s'il est nul, c'est de votre faute, sachez-le. Donc voilà, celui que j'ai embauché au début était nul. Ah bah, t'es responsable, oui. Ben voilà, moi je suis Oui. tout chef d'entreprise est censé savoir ce qui se passe dans sa boîte. Moi, Ouais. quand j'ai lancé ma boîte, j'étais en micro-entreprise pendant 2 ans. Quand j'ai lancé mon activité il y a 5 ans, j'y connaissais rien en comptage, j'étais absolument idiot, ignorant et naïf. Je me suis fait avoir, il y a des dépenses d'URSSAF qui sont passées à la trappe alors que le mec me disait qu'elles étaient bien dépensées. Moi, je lui ai fait confiance. Au final, je me suis pris un rattrapage assez important. En gros, pour expliquer, l'année dernière, en plus de mes URSSAF qui me coûtent 20 000 euros par an à peu près, j'ai remboursé 40 000 euros d'URSSAF en plus de ça l'année dernière. Ah, ça pique. Voilà, et c'est moi et moi-même, tu vois, qui les ont payés. C'est pour ça que j'ai vendu la URSSAF, pour les noms d'entrepreneurs, ce sont les charges qu'on paye quand on se verse une rémunération de gérant. C'est ça, voilà. Donc voilà, donc sur le rattrapage qu'il y avait eu, l'année dernière, j'ai payé 60 000 euros d'URSSAF. Voilà. Donc, tout ça pour dire que maintenant que je suis désendetté, et que ma boîte et que mon Attends, c'est quoi le rapport? On fait justement, je sais plus. Mais c'est toi qui m'as lancé sur ce truc-là. Je sais pas. Si, la voiture électrique, tu me disais que j'avais. Ah ouais. Attends, mais raconte, c'est quoi ce bordel? Non, parce que du coup, alors pour mettre un chouille de contexte, les voitures que j'ai, la Porsche et la BM, elles sont sur ma société. Parce que c'est des outils de communication, ça fait partie de mon projet, etc. Moi, en tant que bon entrepreneur, je me paie très peu et tout l'argent reste sur ma boîte. Donc, je voulais sortir de l'argent pour moi en perso, vu que mon activité fonctionne bien, que j'ai de la trésor, voilà, je voulais commencer à capitaliser un petit peu. Et du coup, je cherchais une manière intelligente de m'acheter un daily. C'est pour ça que je regardais un daily. Donc, au début, je pensais à la Clio, etc., ou une petite Clio diesel, un machin comme ça, en me facturant des indemnités kilométriques. Je vais pas rentrer dans des explications comptables, mais voilà, bref. Je me suis dit que ça pouvait le faire. Ensuite, je me suis dit, attends, mais si j'achetais une voiture plus grosse, par exemple en faisant un crédit en perso, en achetant une voiture à 15 000 balles, je sais pas, en achetant une série 5 ou un truc comme ça, qui a plus de chevaux fiscaux, et donc avec des remboursements, ça te fait des indemnités kilométriques plus grandes, plus parce élevées, que c'est proportionnel aux chevaux fiscaux. Exactement, et donc je me suis dit, ah, attends, ça peut être pas mal. Pas con, ouais. Parce que du coup, au final, le temps que je paie le crédit, ce qui m'évite, alors pourquoi un crédit? Ça m'évite de sortir de la trésor de ma boîte qui coûte très cher, ou de me payer des dividendes, ou d'augmenter mon salaire. Donc voilà. Et donc ça me permet d'avoir un crédit, une bagnole, et de pas toucher à ma trésor d'entreprise. Et ensuite, je me suis dit, attends, mais quitte à faire ça, pourquoi est-ce que je peux pas acheter une voiture neuve sur laquelle je me rembourse des indemnités kilométriques, donc que j'achète en perso, en LLD, en location longue durée. Et donc je me suis dit, attends, et j'ai un pote qui est parti acheter une Alpine A290, donc les petites citadines électriques, et il m'a dit, viens. Je lui ai dit, why not? J'y vais. Donc on est allé chez Alpine Toulon, où c'est Christian qui nous a reçus. Je le mentionne parce que accueil absolument impeccable, personne extrêmement passionnée que j'avais croisé d'ailleurs par hasard au Castellet quelques jours avant. Bon bref, on y va. Il nous pose les chiffres. Grosso modo, pour une Alpine A290, donc GT, donc la version 180 chevaux, ça me coûtait, si je dis pas de conneries... Donc c'est la R5 c'est la R5 Alpine. Sportifiée. C'est la R5 Alpine, en gros. Ça me coûtait 400 € par mois, un truc comme ça, sans apport sur... Sans apport? Ouais, sans apport. Ça paraît pas mal. C'était franchement pas mal. Sur quelle durée? Sur 50 ans. Non, sur 3 ans avec 50 000 km, un truc comme ça. C'était vraiment pas si cher parce que t'as une aide, de l'État. T'as en plus, il y avait des offres, etc. Et en plus, voilà, il m'a fait une bonne offre. Alors, c'est un peu plus de 400 € parce que je suis en train de réfléchir à ce que je raconte en me disant, là, il y a des gens qui vont courir chez Alpine Toulon pour. Mais allez-y de ma part, c'est très bien. Mais bref, le calcul est fait. Je suis parti avec une offre et j'ai sérieusement considéré le truc parce que je me suis dit, mais en fait, ça correspond parfaitement à ce que j'ai besoin de faire comme daily. C'est une voiture neuve, configurée. Je sais que largement les indemnités kilométriques rembourseront la mensualité, plus l'assurance. Donc je me suis dit, why not? Sauf que il y a tout le monde qui va se désabonner de nos chaînes. Quand ils vont apprendre c'est ma voiture perso, je suis pas obligé d'en faire du contenu. Et au début, même, je me suis un peu auto-convaincu en me disant,
Attends, en plus, ça va peut-être pouvoir me faire un peu de contenu sur l'électrique, pourquoi pas repartager une vraie expérience de passionné. T'as une baraque, tu peux mettre une borne de recharge, c'est ça? J'ai surtout mon coworking où il y a des bornes. Ah, t'as une borne au coworking. Il y a des bornes au coworking. Parce que pour moi, acheter une voiture électrique, c'est le top du top si tu peux recharger chez toi et à ton travail. Bah oui. Parce que autrement, recharger sur les bornes le top ailleurs, du ça top, coûte cher. c'est le seul cas défendable. Ah oui, parce qu'autrement, ça coûte très cher. Oui. Ça coûte cher, donc si tu peux Et puis recharger... c'est l'enfer. Et puis, oui, bon, ça voilà. Mais pour mon cahier des charges, ça le faisait. Donc, niveau chiffres, ça le faisait. La voiture, je l'avais configurée, elle était trop cool. Et je me suis dit... Ah, quand même, tu l'as configurée. Ah, je l'ai configurée. Non, j'ai fait un vrai truc. C'est vraiment parti. Mais c'est marrant, on est vraiment pas pareil, en fait. Bon. Parce que on est rentré dans ce podcast, Erwan. Au début, si tu te souviens, on avait peur d'être toujours d'accord sur Oui, c'est vrai. tout. Bah, il y avait pas de peur à avoir. En fait, tout va bien. On se bagarre de plus en plus. Mais je me suis dit, en fait, au début, j'y avais pensé à l'Alpine. Bah, tu m'étonnes, tu y ai pas pensé. Si, mais je m'en fous. Je m'étais dit, j'ai besoin d'un daily qui m'emmène de A à B sans y penser. Non, mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'emmerdes avec la version Alpine? Prends la version R5. Mais parce que la R5 est beaucoup plus chère. Ou une BM i3 d'occasion. Alors, j'ai pensé à la i3, ouais. Mais je trouve ça vraiment dégueulasse. Ah ouais, moi j'aime bien. Ah ouais, je trouve ça... esthétiquement, je trouve ça compliqué. Je sais pas pourquoi. En fait, mon pote m'a dit, viens. Je me suis dit, tiens, voilà. J'ai commencé à faire des calculs. J'ai vu les chiffres. J'ai dit, mais ça passe grave. J'ai vu la voiture en concession. J'ai fait, putain, en vrai, elle est vachement cool. Je l'ai optionné, je l'ai configuré. J'ai tout regardé. Je me suis dit, putain, la vache, c'est vachement bien. D'ailleurs, petit aparté, il y avait évidemment plein d'Alpines à 110 dans la concession. Ah oui. Je me suis assis dans des Alpines à 110. Ouais. Et j'ai un peu rêvé. Je me suis dit, ah la vache, le jour où je commande une Alpine à 110, où j'achète une Alpine à 110 d'occasion. Bref, je suis sorti de la concession, plutôt motivé, mais motivé à 70%. Et ensuite, j'ai refait des calculs chez moi. Et il y a un truc qui a fait que je ne le ferai pas, c'est que, comme je l'ai dit au début, et pardon pour cette Non, c'est fascinant. Ces explications comptables on attend la chute. Un peu rapides. En fait, mon objectif, c'est de capitaliser avec mon argent perso. Ouais. Et or, si je prends une location longue durée avec en perso, pas sur mon entreprise, à la fin, la voiture, je la rends. C'est-à-dire que tous les mois, je vais payer 400 et quelques euros, qui me seront en partie ou complètement remboursés par des indemnités kilométriques. Ouais. Mais à la fin, la voiture ne m'appartient pas. Donc, je ne profite pas de la valeur de revente de cette voiture. Ah bah oui. Donc, en fait, c'est comme si... Alors, même si ça me coûte rien, théoriquement, en fait, c'est comme si pendant des années, oui, ok, j'aurais roulé en voiture neuve, mais à la fin, il me reste rien. Ouais. Alors que si j'achète intelligemment une voiture d'occasion, et que je la rembourse tranquillement avec les indemnités kilométriques, à la fin, la voiture, elle vaut toujours de l'argent. Et donc ça, c'est de l'argent qui aura été quasiment pas imposé par rapport à si je me le sortais en dividende ou en salaire. Et donc, voilà, c'est des calculs purement financiers, mathématiques. Mais c'est ce qui, au final, fait que je suis en train de regarder des séries 7 d'occasion, parce que, après tout... mais tu vois, t'as résumé là la différence entre toi et moi, mais je ne pourrais pas choisir ma voiture en fonction de calculs financiers. Ouais, mais j'ai déjà 2 caisses de sport. Mais non, mais moi j'en ai déjà eu 9 parfois. 2 c'est beaucoup. Mais je sais pas comment tu fais. Mais j'ai repensé à ça la dernière fois. Moi je pense qu'il y a une. Ouais, mais attends, c'est un truc de dingue ce que tu viens de dire. Attends, moi c'est l'inverse. Tu peux pas choisir ta voiture en fonction de calculs financiers. Bah non. Si. Mais non, mais littéralement pas. Alors, Erwan, je te rappelle, je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, l'ingénieur décrypte. C'était parce que j'avais plus les moyens de mettre du carburant dans mes gros réservoirs V8. Et je me suis dit, comme je vais pas concilier sur le choix de voiture, je vais me débrouiller pour faire de l'argent autrement. Donc, tu vois, c'est d'abord la bagnole et après je me débrouille. Ouais, mais si t'allais au bout de cette réflexion... Alors, oui, je vais pas devenir braqueur de banque pour me payer une McLaren. C'est pas ça que je veux dire, mais si on va au bout de cette réflexion, je pourrais n'avoir qu'une voiture électrique. Sauf que c'est pas le cas. J'ai d'abord une Porsche, ensuite que je roule tous les jours, t'as vu l'état dans lequel elle est. Ensuite, enfin, elle est juste sale, elle est en très bon état, mais voilà. Ensuite, j'ai une BM V8 qui est en train d'être découpée pour enlever de la rouille et pour en faire un truc complètement idiot. Donc oui, si ma troisième voiture est pragmatique et intelligente dans le choix, je trouve ça parfaitement raisonnable. Et au final,
Moi, l'Alpine à 290, je la trouve rigolote, ça me fait marrer. Bon, au final, je le fais pas, peut-être plus tard. Ouais. Mais si je l'avais acheté, ça aurait été un choix. De luxe, en fait. Par rapport à réellement ce que je peux me permettre. Faut oublier aussi que entre les capacités financières que j'ai via mon entreprise et les capacités financières que j'ai, moi, Erwan, personnellement, il y a un fossé. Oui. Il y a deux mondes. Faut pas confondre un entrepreneur et sa boîte. Non, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Oui. Moi, à titre perso, ça peut paraître incroyable, mais je fais très attention à tout ce que je dépense, parce que l'argent perso, on va pas rentrer dans une notion de fiscalité, mais l'argent personnel coûte très cher. Donc, voilà. Grosso modo, quand nous, en tant que personne, on achète un truc à 100 €, ça coûte à peu près 300 € à notre entreprise pour mettre ces 100 € dans notre poche. Ça dépend ce que tu as comme petite entreprise. Moi, j'ai une SARL. Bien sûr, ça dépend. Mais grosso modo, voilà, dans ces eaux-là. Sans faire des notions de fiscalité. Donc voilà, pardon pour cette news du jour. Mais du coup, voilà. Donc, t'as pas tranché la question de ton daily. Non, mais j'ai quand même, en regardant un peu ce que je pouvais avoir, je suis quand même finalement, parce que au début, quand je pensais acheter la Clio, je vais aller au bout de ma réflexion, ou un daily tas de merde, ma réflexion c'était que je voulais pas me sortir trop d'argent de ma société, parce que c'est de l'argent qui est très imposé et qui coûte très cher, donc je voulais limiter. Mais ensuite, je me suis dit, attends, j'ai pas de crédit en perso, je peux largement faire un crédit à la conso ou que sais-je, pour acheter une voiture qui sera très bien. Donc, je sais pas, à 15-20 000 €, donc un truc vraiment. Un truc bien, un truc top, tu vois, une belle série 3, une belle série 5 d'occasion, ou un truc comme ça. Et au final, avec les indemnités kilométriques, en fait, rouler gratos, voire même gagner de l'argent en roulant, quoi. Ou au moins être flat. Je suis d'accord. Au moins être flat. Et j'avais pas pensé à ça. Et donc, au final, je me suis dit, attends, en fait, je vais m'acheter une belle caisse. Alors, évidemment, on n'est plus dans le daily tas de merde, mais je me suis dit, vu que je vais potentiellement avoir besoin de faire pas mal de routes prochainement suite à ce fameux projet immobilier qui avance tranquillement, c'est pas fait encore, mais voilà. Je me suis dit, si je peux avoir, moi je sais pas, moi une série 5 F10, 330D ou même 320D si je veux être raisonnable, je reste sur du diesel, c'est vraiment ça va être pour faire l'autoroute, j'ai pas d'intérêt à avoir de l'essence, j'avance d'avant. Je sais pas, si je me trouve une config individuelle d'un chef d'entreprise, la truc c'est une seconde main, elle a fait l'autoroute toute sa vie, elle a été surentretenue, pour 15-20 000 €, rouler en série 5, je vais pas me gêner, hein. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, on en a tellement parlé sur ce podcast de notre différend. Je sens toute l'énergie en train de quitter mon corps. Enfin, en fait, à t'écouter. tu vas enquiller des bornes en diesel avec le comment ça s'appelle, le cruise control, le régulateur. Le cul posé dans des sièges chauffants énormes en cuir, avec une belle sono, une boîte automatique, une consommation ridicule, quel rêve. Oh là là. Bon, question-réponse. Question-réponse. Putain, oui, on a tardé là. Ouais, pardon, ça faisait partie des trucs que je voulais raconter. Alors, vas-y, je te laisse aller pour les questions, j'ai beaucoup parlé. C'est mon meilleur ami Bran qui écoute religieusement ce podcast qui m'en a posé une bonne. Il me dit, vous avez un ami qui roule en Citroën C8. Alors en fait, c'est lui. C'est lui qui roule en Citroën C8. Dans C8, c'est le monospace ? Ouais. Alors là, tu me fais honneur. Tu sais même pas ce que c'est bien. Oui, c'est le vieux monospace. Sa bagnole, elle doit avoir 15 ans. Si, mais je vois ce que c'est. Ouais, c'est le monospace Citroën. C'est le monospace, c'est comme le 807, quoi. Cet ami roule en Citroën C8 et sa voiture est en panne pour un mois. Vous pouvez lui prêter la voiture de votre choix. Quelle voiture a le plus de chance de l'empêcher de revenir ensuite à un déplaçoir ? Attends, parce qu'il a un C8, donc il a des contraintes familiales. Il a combien d'enfants ? Tu poses les bonnes questions. Il a 2 enfants. Okay. Donc je pense qu'il lui faut 4 portes. Ouais, obligatoire. Ouais. Il roule pas vite. Il respecte les limitations. Il m'a dit que à un moment, il avait perdu 1 point sur son permis. Ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement... Et il a genre quasiment mon âge. Hein. Donc il roule pas vite. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être du feeling à basse allure. Pas besoin de lui vendre des performances. On va dire des trucs tellement différents. Ça va être ridicule. Ah, je sais pas. Ça va être terrible. J'ai pris un peu d'avance sur toi. J'ai commencé à réfléchir à ma réponse. J'imagine, parce que t'as déjà la réponse. Enfin, t'as déjà la question. Je pense, Erwan, qu'il va lui falloir un truc qui consomme pas trop, parce que sinon, on va le dégoûter.
Parce que tu peux pas le passer d'un C8 à une supercar. Et je crois que c'est vraiment une question qui se pose, parce qu'en fait, de fil en aiguille, à force d'écouter nos épisodes, il est en train de découvrir que, en fait, la voiture, c'est un univers qu'il ignorait et qui a une richesse insoupçonnée. Donc je crois qu'il a envie de s'y mettre. Donc peut-être qu'il va vraiment suivre notre préconisation et il va essayer la voiture qu'on va lui recommander. Donc il y a un certain enjeu dans Attends, parce sur que cette question. un C8, c'est une voiture qui vaut moins de 10 000... Enfin, ça vaut moins de 10 000 euros. Ça vaut rien. Ouais, Ça vaut que dalle. Je suis pas au courant, mais... Non, moi non plus, mais ça vaut rien. 3 000. Ouais, ça doit valoir entre 3 et 5 000 euros. Alors, il a des moyens, donc il pourrait mettre plus. Il n'y a pas besoin que ce soit sa seule voiture, parce qu'il a une autre daube moderne, il a une Citroën C4. Déjà, faut arrêter d'acheter des Citroën. Ça commence par là. Alors, non, je suis désolé, je fais un peu le provocateur quand je dis une autre daube. C'est le modèle actuel de Citroën électrique. Alors, j'y connais rien, ça s'appelle une C4, non? Non, je crois que... Le truc électrique. Je sais pas. Je sais pas et je veux pas savoir. Non, bah moi non plus. Pardon. Mais bref, il a une autre voiture. Donc... Mais il faut un truc un peu familial, quoi. Ouais, parce qu'il emmène ses enfants à l'école le matin, c'est des enfants qui sont encore jeunes. J'ai commencé à réfléchir à une piste. Vas-y. Je démarre. Vas-y, parce que j'ai des idées. Mais... Eh ben, le Range Rover, génération L322, donc on est sur les années 2000, en version TD6, c'est-à-dire c'est le moteur diesel 3 litres de chez BMW. Indestructible. Qui est tout à fait... ça déplace la carcasse, il n'y a pas besoin de plus pour lui. Je pense que... Alors, déjà, ça s'achète pour 10 000 euros. 10 000 euros, t'en as une très belle. J'ai regardé, j'ai fait les annonces. Il va avoir un sens de l'occasion à chaque fois qu'il va faire le moindre trajet, quand il va emmener ses enfants le matin. Ça va sentir bon de cuir. Tout va être tactile. Ouais, mais il roule en C8, donc qu'est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? C'est-à-dire que ça lui apporte la même praticité. Toutes les cases qu'il a cochées avec son C8, il les coche toujours avec son Range. Ce que je veux dire, c'est la question de tactilité, de finition, etc. Parce que dans un C8, je vois très bien. J'ai beaucoup roulé en 807. Ouais. Et enfin, sur les places arrière d'un 807, donc c'est la même chose. Ouais. Et en termes de non-tactilité, de non-plaisir, de juste... Justement. On est loin. Oui. Tu sais que en fait, on veut l'initier. C'est vrai qu'on peut l'initier. On veut l'initier à un univers qu'il ne soupçonne pas. Et duquel il ne pourra jamais revenir. Initiez-moi. Il ne pourra jamais faire... Il pourra jamais faire marche arrière si on lui prête ça pendant un mois. Alors, mais tu sais quoi, il va y prendre goût. Non mais 100%. Et tu sais quoi, moi j'étais parti sur un... Donc, moi je me suis dit, il faut une voiture familiale, haute, avec du coffre, facile à charger. Ouais. Et j'avais 2 trucs en tête. Et j'avais pas pensé au Range Rover, mais en fait c'est la meilleure réponse. Moi je pensais à un Mercedes GL. Donc l'équivalent du Range Rover, mais en Mercedes. C'est un peu plus récent, ça, non? Non, t'as le GL et ensuite t'as le GLS. Mais le GL, c'est début des années 2000, c'est comme celui qui était garé en bas de chez toi, là. Ah oui, le GL 500. Je vois, ouais. Le 500, c'est un V8, mais ça existe en V6, etc. Ça doit exister en diesel, bien sûr. Oui, V8, ça existe en V6 diesel, c'est sûr. Je me suis dit ça, parce que t'as une finition de dingue, c'est extrêmement confortable. T'as de la place, c'est plutôt cool. Ça va lui faire un problème d'image parce que il a une sorte de snobisme inverse et il a des amis qui sont... je vais pas être horrible à dire très simple, mais tu vois ce que je veux dire. L'image Mercedes, ça colle pas du tout. Ouais, après Range Rover... Attends. Alors oui et non. L'avantage d'un Range Rover, c'est qu'on sait pas. Tu pourrais être un avocat, mais tu pourrais aussi être un fermier. C'est un statut symbole, mais qui en même temps pourrait être conduit par... Jeremy Clarkson est maintenant fermier et roule en Range Rover L322. Pour ne pas le citer, absolument. Comme Harry Metcalf, pareil. Qui est fermier aussi. Et qui roule en Range Rover L322. Et les deux, dans une vidéo, se sont rencontrés en disant que c'est la meilleure voiture du monde. C'est ça, c'est une voiture de fermier. Hein. Mais non, mais très honnêtement, franchement, on peut s'arrêter sur le Range. Et il habite dans la campagne bretonne, donc ça passe. Bretonne ? Ouais. Ça va pas. Les grosses voitures. Il y a un truc qui fait qu'il je pense qu'il va pas suivre notre préconisation parce que c'est un écologiste convaincu. Ses amis le sont aussi. Donc, il ne pourra pas s'afficher socialement avec un SUV. Ah bah non, c'est pas possible.
Ce qui nous amène le 807, c'est très bien. à mon choix de repli. Pardon, le C8, c'est très bien. Ouais. Non. Je baisse pas les bras. Une BMW 330D génération E90. Donc on est même époque, les années 2000. Boîte auto, diesel, 230 chevaux. Ça se touche aussi à 10 000 € pour un très bel exemplaire. Et là, il va sentir un toucher de route, un feutré, un sens de l'ingénierie dans chaque déplacement qui va lui faire tout bizarre après son C8. Moi, tu sais quoi, j'irais même pas sur la E90, j'irais sur une série 5 E39. Donc, Break. Juste la génération d'avant. La génération d'avant en série 5. E39, ça le fait aussi. Parce que break, mine de rien, t'as quand même un très grand coffre. Ah oui, bah surtout en T'as break. beaucoup de place à l'arrière. Et tu peux avoir une voiture qui n'a pas de PACM, rien, boîte automatique et tout. Et tu peux avoir t'as quand même un sentiment de solidité, de mise au point dans cette bagnole. C'est une routière née. Ouais. C'est une voiture qui a 20 ans, 25 ans. Ouais. Donc 25, c'est pas du tout ostentatoire. Non, du tout. Et je trouve que si on doit parler un peu d'essayer de lui instaurer un minimum, de lui faire comprendre en quoi c'est cool un minimum, je dirais que la E39 représente peut-être un peu plus l'esprit du Range Rover, tu vois. Oui. La E90 c'est peut-être plus, c'est super. Une E90, il y a un petit utilitaire. côté ostentatoire qui pointe le bout de son nez. Un chouïa. Ouais, un chouïa. Ouais. Je trouve Alors que la E39, une E39, tu peux juste rien dire. Ouais, Les gens qui vont voir ça, ils se disent, bah, il a une vieille BM. Ouais, voilà. Alors qu'une 90, ça paraît plus moderne déjà. Ouais, c'est un petit peu statutaire. Ouais, on est d'accord. En vrai, moi je dirais Range Rover, parce qu'effectivement, top, mais statut plus compliqué, ou sinon une E39. Break. Bah voilà, Bran, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Tac. À toi. J'ai une question à laquelle je vais répondre très vite, mais en fait, je sais pas pourquoi j'avais envie d'y répondre. Alors, tu vas me regarder avec des grands yeux encore, mais il y a Bat858 qui a demandé question Porsche Taycan ou Audi e-tron GT. Alors, putain. Je sais. Pardon, j'y réponds. En fait, j'ai un truc à dire, donc j'avais besoin d'y répondre. J'avais besoin d'y répondre. Bon, attends, répète Porsche Taycan ou Audi e-tron GT, c'est l'équivalent en électrique. Ouais, au moins tu... D'ailleurs, pour l'anecdote... Tu prononces pas correctement, c'est e-tron. E-tron GT, voilà. Ouais. Audi KK GT. D'ailleurs, pour l'anecdote, Clara Morgan habite juste à côté de chez moi, et elle roule en Audi e-tron GT. Voilà. Ah. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Écoute, moi je trouverais pas meilleure raison que ça. De rouler en e-tron GT. Et pour venir chez toi aussi. Ah oui, mais je l'ai toujours pas croisé, mais tous mes potes me disaient, tu l'as toujours pas croisé. Okay. Je dis, bah non. Mais bon, si elle écoute ce podcast, on la salue pleinement. Je vais répondre très vite parce que ça va faire chier tout le monde, mais j'avais envie d'y répondre. Sauf Baptiste. Oui, sinon on va essuyer des désabonnements. T'es peut-être le seul qui voulait savoir. Pour moi, la meilleure berline de luxe électrique, c'est l'Audi e-tron GT parce que la voiture est beaucoup plus confortable qu'un Taycan. Ouais. Le Taycan, ce que je lui reproche presque, c'est d'être trop une Porsche. C'est-à-dire. Ça existe ça, d'être trop une Porsche. Trop compétent, ça veut dire. Trop accompli. Non, un peu trop nerveux. Ah. Un peu trop nerveux dans la conduite. Ah oui. Ce qui fait que c'est vraiment une voiture qui a des compétences. Le Taycan, c'est une voiture qui a des compétences sportives hallucinantes. T'as un feeling de 911 moderne dedans. Ah ouais. C'est incroyable. Quoi, la direction. La direction, le châssis, route, c'est la même chose qu'une 911 992 en électrique. Top. C'est la même. Donc tu te dis. Et quoi, c'est pas bien ça? Ben si, tu te dis jusqu'à la géniale. Ouais. Mais l'Audi a un côté toujours aussi performant, toujours aussi dynamique, mais un côté un tout petit peu plus feutré partout. Qui, au final, pour un objectif de grande routière dans laquelle tu es censé quand même mettre du monde, a, je trouve, plus de sens que d'avoir une voiture avec un feeling un peu ferme, un peu nerveux. Voilà. Logique, ça se défend. Voilà, donc, et accessoirement, je trouve le design de l'Audi e-tron GT très futuriste, que je préfère un petit peu. Voilà, je réponds très rapidement à cette question, mais je préfère l'Audi e-tron GT. Voilà, c'est bon, tout le monde a quitté le podcast, on peut passer sur autre chose. Désolé pour ça. Mais autrement, j'avais une dernière question actu. Porsche 911 France qui a dit ça sera la dernière. Question actu. Bruxelles vient de lever l'interdiction du thermique pour 2035. N'est-il pas déjà trop tard? L'électronique embarquée obligatoire et l'hybridation n'ont-ils pas déjà tout gâché avec le surplus de masse induite? Il prend comme exemple l'Alpine A110 déjà programmée pour la fin, etc. Fin du caïman thermique.
Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que la fin de... Attends, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on en pense? Bah la question c'est est-ce que il y a une lueur d'espoir qui apparaît dans la nuit très très sombre face à cette levée d'interdiction du thermique pour 2035? Bah, moi j'ai une réponse toute faite. Moi aussi, je me demande si c'est la même que la tienne. J'entends beaucoup parler de sombreur, de c'est plus comme avant. Et d'un côté, c'est catastrophique pour l'industrie automobile européenne. Et d'un autre côté, pour le consommateur, bah, on a juste le droit d'acheter une voiture d'occasion. On peut piocher dans le back catalogue des années 90, 2000, 2010. Clairement. Donc, la lueur d'espoir, moi, en tant que accro petrolhead passionné, j'ai aucun problème avec tout ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur législation. Je vais rester à acheter des voitures d'occasion. Donc voilà, j'ai la même réponse. Ah, c'est la même. J'ai la même réponse, dire que franchement, ça fait quelques années que j'en ai quand même plus rien à foutre des voitures neuves. Bah c'est ça, oui. Et que en dehors de considérations, comme je le disais avant, purement financières ou voilà, de quelconque nécessité. J'en ai vraiment strictement rien à carrer, quoi. Bah ouais. Et en plus de ça, la levée de l'interdiction du thermique, c'est pas ouais, on refait du thermique à fond et ça sera pas taxé, c'est pas du tout ça. C'est on réouvre la fenêtre pour avoir un peu plus d'hybride ou pour garder un peu de production thermique, parce qu'en fait on se rend compte qu'on va pas pouvoir faire sans. Alors surprise, ça fait des années qu'on dit waouh, bravo les gars, vous êtes genre on n'a pas vu ça venir. Non mais sans blague quoi, bravo. Ouais, c'est délirant. Oh les tanches. Mais donc est-ce que ça va sauver la voiture de sport? Non, mais de toute manière, quand on voit à quoi ressemblent les voitures de sport modernes, bon, il y a encore Toyota, on l'a vu la dernière fois, qui de temps en temps nous sauve, mais de toute manière, et toutes les meilleures voitures sont déjà sorties. Hein. Il me semble, Erwan, que en dessous d'une certaine limite de production, un petit constructeur artisanal aura le droit de continuer. Alors, je sais pas quel est le seuil, mais du genre Caterham. Alors, c'est pas l'Union européenne maintenant, l'Angleterre, mais cette taille-là. Ouais, moi je pense qu'on. Enfin, c'est difficile à dire. Ce qui me fait me demander pourquoi un gros constructeur comme ou un généraliste même ne scinderait pas son activité pour en faire une qui sur le papier serait différente. Alors, j'imagine c'est un contournement qui a été anticipé par le législateur. Ce serait trop facile de faire une division Renault qui est dédiée à faire des machins sportifs et qui aurait le droit parce que ils ont fait j'y crois pas. Ça doit pas fonctionner. Ouais. J'y crois pas trop. Je pense qu'il n'y a plus le marché pour ça. Non, je crois qu'on a répondu. Hein. Honnêtement. Achetez des voitures d'occasion et roulez-les. C'est la réponse. Continuez à poser vos questions. Marquez-les bien dans les commentaires en mettant questions en majuscules. Comme ça, on vous repère. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie du noyau dur des passionnés. Oui. Et dites-nous comment ça vous a fait de nous avoir en présentiel. Ça fait une vraie différence à l'écoute ou pas? Ou on s'en fout? Oui, dites-nous, parce que sinon on restera chacun chez soi et à 20 km de différence. Non, mais la question peut se poser parce que parfois je vais être à Paris, toi ici. Bien sûr, mais... On aura à décider de soit attendre quelques jours d'être en présentiel ou alors foutu pour foutu de le faire à distance comme avant. Donc ça peut jouer ce que vous allez dire. Je pense que dans tous les cas, il y aura les deux. Parce qu'il y aura forcément des moments où nos emplois du temps seront pas... Il y aura parfois les deux, seront pas compatibles. Et là, en ce moment, on a des emplois du temps compatibles, mais moi... plus à partir de... Toi, tu voyages beaucoup. À partir de février, ça devient déjà plus compliqué. On trouvera toujours la solution, mais voilà. À suivre. Top. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Et à la prochaine.